Cette mort était un accident. Ce n'était pas un accident. Non, je ne dis pas que vous avez tort, non, mais je dis qu'il faudrait peut-être envisager d'autres possibilités. Quand ce requin a tué Shaun, j'ai su que c'était son choix, un choix délibéré, je l'ai su. Et je sais qu'il va venir. Je sais qu'il va revenir. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. You're précieux. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petites broussettes et mes petits brousses et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois, même quand ce film est très mauvais. Je suis Sofiane Aït-Kassi et cette semaine avec mon invité, nous allons nous pencher sur Les Dents de la Mer 4, La Revanche, réalisé par Joseph Sergeant et sorti en 1987, comme moi. Pour m'accompagner cette semaine, vous le connaissez pour son boulot du côté de Nanarland et il est passé dans mes podcasts à moult reprises. Fabien, re-bienvenue. Merci à toi pour l'invitation. Tu as donc déjà d'office un point commun avec le film, d'accord ? Vous vous êtes sortis tous les deux la même année. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Incroyable. Et quand je suis né, on m'a dit, parce que c'est ça mon deuxième prénom, en fait, c'est Sofiane La Revanche Aït-Kassi. En plus, la tagline, c'est cette fois c'est personnel. Si tu peux dire un peu l'histoire de ta vie. Hein, entre nous, avant qu'on se lance sur le film, cette fois c'est personnel, c'est une des taglines les plus connues de l'histoire. Oui. Plus connu que le film. Plus connu que le film, cette fois c'est personnel. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, sur une tagline, parce que sur Nanarland, on a des taglines complètement pétées. Hein, dans certaines jaquettes, ça c'est. On peut en trouver plein sur le site. Et puis on en fait même des quiz avec notre ami Richard, que tu connais forcément, pendant les nuits Nanarland. Mais en tout cas, sur une tagline de blockbuster, comme l'a été Les Dents de la Mer 4, oui, c'est une des plus dingues et des plus connues, oui, parce qu'elle est complètement pétée, quoi. En fait, on dirait que c'est pour Rambo, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Alors que non, c'est un requin, donc pourquoi c'est personnel ? C'est un requin, il n'y a rien de personnel. Ils ont vraiment voulu dire, cet épisode est différent des autres. Franchement, comme le 3 était différent des autres, on a fait la 3D, là il est différent, là le requin c'est limite un psychopathe, quoi. Tu vois, il stalk. C'était quoi ta saga préférée déjà ? C'était Bond ? Ah putain, tu me l'avais déjà demandé. Ouais. C'est Indiana Jones, non ? C'était pas Indiana. Je pense, oui. Je crois que c'était Indiana Jones. Ça n'a pas changé. Ouais, c'était ça. Ouais, alors après Indiana Jones, je m'arrête au 3 quand même. Que le 4 et le 5, je les considère pas, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais oui, on va dire que c'est Indiana Jones. Ouais, c'est pas toi qui avait une vidéo où tu jetais le Blu-ray d'Indiana Jones 4 dans la poubelle. Oui, parce que j'avais acheté le coffret Blu-ray et je l'avais balancé, je l'avais remplacé par une version rip-off de Star Wars Holiday Special. Ah bah voilà. Et bah voilà. C'était mieux. Et je n'ai jamais récupéré le Blu-ray d'ailleurs. Et bah voilà. Non, il est dans une benne quelque part, très 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 loin d'ici, tant mieux. Non, le 4 était pas fou et le 5 était finalement pas bien non plus, quoi. Enfin, on n'est pas là pour en parler, mais j'aimerais vraiment un jour faire le Holiday Special. Je sais que j'ai pas le droit de parler de Star Wars, mais j'aimerais tellement faire le Holiday Special. Voilà, c'est le seul truc que j'avais à dire sur Star Wars, donc Watto. C'est compliqué, hein, le Holiday Special. Moi, je l'ai revu il y a pas si longtemps. C'est compliqué. Des spéciaux, c'est très 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 compliqué. Hein. Mais en même temps, c'est fascinant. Ça fait l'épisode précédent sur Les Dents de la Mer 3, avec Julien, on a passé notre temps à ne pas parler des Dents de la Mer 3 parce qu'on n'avait rien à dire sur le film. Et donc, je vais retrouver à parler. On a fait au moins 20 minutes sur tout sauf Les Dents de la Mer, quoi. On a vraiment. Et on le disait en plus, genre, bon, faut qu'on retourne aux Dents de la Mer 3D. Mais c'est quoi Les Dents de la Mer pour toi ? Ou Les Dents de la Mer pour moi. Alors moi c'est vrai que je suis un peu plus vieux que toi, mais de toute façon c'est Les Dents de la Mer, c'est les films de l'été déjà qu'on passait souvent en été, surtout le premier. Le 1, L2, L3 ont régulièrement passé à la télé quand j'étais gamin. C'est des films popcorn, hein. C'est vraiment des films agréables qu'on regardait en famille, qui étaient fascinants. Le 1 et le 2 surtout, moi j'avais des souvenirs. Le 3, j'ai dû le voir une fois ou deux, mais ça m'a pas forcément marqué. Le 4, je crois qu'il est passé très très rarement à la télévision.
Et puis bon, moi, quand les films sont sortis, j'étais peut-être un peu jeune pour les voir au cinéma, voire j'étais pas né du tout. Hein. Mais c'est des films très cool. Le premier est incroyable. Il y a rien à jeter dans le premier. Hein. Tous les plans sont parfaits. C'est un peu comme le premier Indiana Jones, tu vois, de Spielberg. Je trouve que il y a rien à jeter. Toutes les scènes sont bien. C'est super bien monté. C'est bien foutu. Et puis, je dirais ça Jurassic Park aussi en fait. Hein. Chaque oui. début de saga qu'il a lancé en fait, Voilà. Tout à fait. Il a fait un film qui n'était pas possible. On pouvait pas faire mieux. À partir du moment où tu fais une suite du premier Indiana Jones, et je sais qu'il y a plein de fans du 3, etc. Mais pour moi, le premier Indiana Jones, il est parfait, quoi. Et oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais même moi, on sait que je préfère même un poil plus le 2, mais ça tient dans un mouchoir de poche. Hein. Il y a un peu d'affect qui fait que, mais le premier est incroyable. Hein. Tu reconnais que le 2 a des défauts sur certains points, tu vois, alors que pour le premier, c'est difficile de chercher les défauts. Non, le premier n'a pas de défaut. Le 2, je trouve, a des meilleures qualités que le premier, mais il a aussi des défauts que le premier n'a pas. Ça, c'est certain. Mais pour revenir à... On est reparti sur Indiana Jones. Ouais, c'est fini, ouais, putain, on ne m'arrêtera plus quand je parle du 2. Mais, de fin du Temple maudit. Mais pour revenir aux Dents de la Mer, c'était un peu le film aussi que moi je mettais régulièrement en avant avec le premier Alien, où le less is more, c'est-à-dire qu'en fait la créature tu la vois très très peu, comme le requin dans le premier, et c'était ce genre de film de trouille, c'est-à-dire faire peur en montrant quasiment rien, un peu comme le premier Alien, où tu voyais pas grand-chose, et Psychose là où le 2, aussi. ouais, Psychose, voilà, mais dans le genre Prédateur, tu vois, c'était genre, on va regarder un film qui fait peur, mais en même temps, le requin, il apparaît très très loin dans le film, et Alien, le premier, pareil, on voit vraiment la créature totalement... c'est pas très, très Anaconda, loin dans le quoi, film. tu vois. Non, c'est pas Anaconda, ouais. C'est pas Anaconda. Tu t'as fait un peu la saga d'Anaconda, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Non, ça va. Déjà, je fais pas les directs ou vidéo, donc ça devrait en enlever quelques-uns dans le tas. Oui. Ouais. Donc, Je comprends. Non, déjà, je fais les Dents de la Mer, alors que... En fait, je savais qu'en faisant les Dents de la Mer, j'allais avoir un bon film et le reste plus difficile, quoi. Alors si en plus Anaconda, qui est même pas un bon film au départ, non, c'est très mauvais. Ce serait difficile. C'est très 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 mauvais. Mais en tout cas, c'est une bonne idée la saga Dents de la Mer. Ouais, bah je suis tombé dessus. C'était tirage au sort là pour le coup. Et ouais, non, c'est sympa parce que c'est vraiment des films sur lesquels je me serais jamais pensé en dehors du podcast en fait. Jamais je m'étais dit tiens, je vais regarder les suites des Dents de la Mer en fait. J'avais vu le film 2 fois ou 1 ou 2 fois. J'avais vu sur grand écran en plus. Et, oui, cool. Et, avec Spielberg. Avec Spielberg qui était assis à côté de toi. Non, pas à côté de moi, mais il est venu, il était dans le coin, quoi, parce que c'était pour une rétrospective au Festival de Deauville et il était là et tous ces films sont passés, donc j'ai pu en voir plein au cinéma. Cool. Et ouais, par contre, je m'étais jamais dit, tiens, je vais regarder les suites parce que on n'en parle pas des suites, en fait. Si on n'en parle pas, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Oui. On n'en parle quasiment jamais. Tu vois, il y a des films où on va te dire, les suites sont mauvaises ou les suites sont ceci, sont cela. Alors que là, j'ai l'impression qu'en dehors des gens qui ont grandi dans les années 90 ou qui étaient plus vieux, tout le monde a oublié les suites des Dents de la Mer, en fait, quoi. Oui, mais après c'est vraiment c'est vraiment la saga dans toute sa splendeur, c'est-à-dire, enfin, comme souvent des sagas au cinéma, c'est-à-dire que le premier pète les compteurs et les autres ne sont qu'une succession de déceptions en fait, de pire en pire. Il n'y en a même pas un qui est un peu mieux que les autres, c'est que ça fait que dégringoler de numéro en numéro. Et ah bon? Non. Tu penses? J'aime vraiment pas le 3. Ah oui, mais on va voir que le 4 c'est bon. C'est pas forcément bien meilleur. On est déjà sur la piste d'atterrissage avec le 3 et c'est pas le 4 où tu rebondis quoi, tu restes sur un truc, voire même pour moi tu tombes encore dans un petit trou pour descendre encore un peu. Mais moi le 3, alors je me souviens plus trop du 3. Mais c'est vrai que le 1 a vraiment tout écrasé parce que et puis c'est pas une saga qui a réussi vraiment à se renouveler, tu vois. Avec le 3, ils ont voulu faire de la 3D, c'était un peu un aveu de faiblesse aussi. Il a un côté plus nanar le 3 que le 4. Parce qu'il y a quand même... Oui. Le film se termine avec des dauphins en 3D qui foncent et qui font un freeze frame, qui sautent et qui font un freeze frame comme ça, et c'est le dernier plan du film. Et au moins pour ce film-là... En fait, c'est les 15-20 dernières minutes du film où on voit le requin et la 3D est présente, que là, ça devient limite nanar. Mais avant, on se fait chier, mais à un point... Et c'est quand tu veux en mettre plein la vue et qu'il n'y arrive pas, du coup c'est là où ça devient généralement nanar, quoi, bien sûr. Voilà. Alors que le 4,
tu te rends compte qu'il a pas envie de faire grand chose à la base. Donc du coup, t'es pas trop déçu parce que en fait, il est un peu chiant et ils font des trucs chiants et du coup, ça se voit quoi. C'est un petit téléfilm un peu sur les bords le 4. Ça fait vraiment téléfilm. Ouais. Honnêtement, tu parlais de direct ou vidéo, ça aurait pu être un direct ou vidéo. Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est celui qui a le plus gros budget des 4. Ah, peut-être avec l'inflation, oui. Peut-être parce que je sais pas où est passé l'argent. Pas beaucoup, hein, genre 2-3 millions de plus que le 3, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Il a à peu près le même budget que le 2, donc en fait, ça reste toujours dans les 20 millions, quoi. On sait où est passé l'argent, je pense qu'il est passé... Oui, on sait. J'en parlerai. D'accord. J'en parlerai c'était Mario Van Peebles, en fait, qui vendait de la drogue sur le tournage. Non, il devait y avoir un plot autour de Mario Van Peebles qui servait de mule ou truc comme ça, et finalement, ils l'ont complètement coupé. Donc, Universal traversait une mauvaise période à ce moment-là. Donc, son CEO, Sidney Sheinberg, s'est dit, pourquoi pas refaire un Dents de la Mer, hein, pourquoi pas. En plus, il voulait promouvoir l'attraction Universal, qui est vraiment très connue aux États-Unis. Moi, hélas, j'ai pas pu la faire. Qui avait l'air vachement cool quand même. Et il faut savoir que Sidney Sheinberg, donc, c'est le mari de Lauren Gary, qui revient dans le film pour jouer Helen Grady, quoi, qui est le rôle principal du film. Et elle était à la retraite à ce moment-là, donc c'est son mari qui lui a dit il faut absolument que tu reprennes le rôle. Et elle dira plus tard qu'elle a été très bien payée parce que son mari était producteur. Ils sont encore mariés d'ailleurs, ce que j'ai vu. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, ouais. Et au final, c'est Joseph Sargent donc qui s'occupe de la réal, et lui, il est surtout connu pour White Lightning avec Burt Reynolds, MacArthur avec Gregory Peck. Et donc lui, on peut pas dire que sa carrière a décollé ensuite grâce à Dents de la Mer 4. À partir du moment où tu signes pour faire les Dents de la Mer 4, de toute façon, tu sais un peu que ta carrière elle est finie. C'était aussi surtout un réal de télévision. Ouais, il a gagné pas mal d'Emmy, j'ai vu. Ouais. Sargent, ouais, et puis il a fait beaucoup de. C'est des mecs qui tournaient énormément pour des séries télé aux États-Unis, quoi. Voire des films télévision aussi. Voilà, tu vois, et ça se voit. D'ailleurs, Lauren Gary, donc qui jouait Hélène, ce sera son tout dernier film. Elle a pas joué de film depuis. Elle a jamais fait de film après Les Dents de la Mer 4, quoi. Ouais, elle est vraiment sortie de sa retraite pour faire ce film et après se dire écoute, je retourne tricoter. Exactement. M'occuper de mon potager. Tu veux aller à Hawaï? Ouais, ok, vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu veux être grassement payé en plus? Bon, écoute, pourquoi pas? Allez. Ils ont essayé de recruter Richard Dreyfuss qui a refusé, bien sûr, parce que ça c'est un truc, étonnant. C'est un truc que je dis depuis 3 films. Ils ont essayé d'avoir Richard Dreyfuss, à chaque fois il a fait non. Le film a été produit en moins de 9 mois, car en fait ils voulaient absolument une sortie rapide l'été, quoi. Et ils voulaient revenir à la formule du premier film, et c'est exactement ce que tu disais. Less is more. C'est-à-dire on voit pas beaucoup le requin. Ça se focalise essentiellement sur les personnages. Enfin, c'était un peu le but du truc, quoi, d'essayer de retourner à la base, quoi. Parce que, je pense que c'est aussi une petite excuse quand tu fais n'importe quoi avec ton budget aussi, parce que Spielberg, on sait que c'était aussi un manque de budget et puis un manque de problèmes techniques qui fait que il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Là, je pense que quand tu vois la gueule du requin de toute manière, tu demandes vraiment s'ils avaient le budget alloué pour les effets spéciaux qui étaient vraiment bien compétitifs, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont moches les requins dans le 3 et dans le 4, c'est vraiment... Alors dans le 4, je sais pas, j'en parlerai si tu veux quand on parlera du requin, mais dans le 4, on peut en parler tout de suite si tu veux parce que excuse-moi, dans le 4, tu as un plan du requin qui nage au loin comme ça, donc il passe devant la caméra, donc après tu le vois de dos et tu vois bien, surtout sur la version, je crois qu'il est ressorti en Blu-ray, donc forcément avec une image encore plus améliorée, mais déjà à l'époque tu le voyais, donc tu vois la fermeture éclair du truc, quoi. Vraiment. Tu vois la couture. C'est pas un truc que t'aurais vu avec Spielberg, ça. Non, je pense pas. La qualité vidéo, parce que j'ai pris un coffret Blu-ray avec le 2, le 3 et le 4 dedans, c'était un coffret UK, donc c'est un coffret anglais. Et la qualité vidéo du 3, j'ai rarement vu un Blu-ray avec une qualité vidéo aussi pourrie. Je crois que depuis, ils l'ont ressorti en 4K ou je sais pas trop quoi, mais c'était l'horreur, quoi. J'avais l'impression mais même j'aurais préféré le regarder en VHS sur une télé en tube, tu vois, enfin vraiment horrible, alors que là le 4 ça allait, la qualité était meilleure sur le 4, mais le 3 ça a peut-être pas aidé au fait que j'aimais pas le 3, c'est qu'en plus c'était très moche à regarder, quoi. Donc c'était très, très moche. Ils ont eu des problèmes avec le requin, forcément c'est une tradition, hein, quand tu fais les Dents de la Mer,
Et c'est très étrange qu'ils aient jamais essayé d'en refaire un, mais maintenant avec les moyens du bord, bon, ils font The Meg, etc., Peur bleue, tous ces films-là. Mais c'est étonnant qu'ils aient jamais essayé de faire un vrai remake des Dents de la Mer avec maintenant les effets spéciaux d'aujourd'hui, etc. Est-ce qu'ils osent pas parce que c'est Spielberg? Ouais. Je pense qu'ils ont peur de la franchise en fait. Ils ont peur forcément de la comparaison et à la limite ils se disent que le principal attrait du film c'est le requin, donc autant faire un film de requin en partant de zéro plutôt que coller un Dents de la Mer. De toute façon, même aujourd'hui, comme tu dis, je pense que les suites n'existent quasiment plus dans la tête des gens. Donc si tu refais un Dents de la Mer, même si tu l'appelles Dents de la Mer 5, les gens vont automatiquement le comparer au premier et c'est méga casse-gueule. Donc je pense que c'est plus simple de se dire de toute façon, ce qui fait peur c'est le requin, donc on va faire un film de requin. On va pas faire des histoires de garde-côte, de flics, de trauma ou quoi que ce soit, où on en met un petit peu, mais on prend la moelle en fait du film, hein. C'est un prédateur dans l'eau, et puis tu fais donc des peurs bleues, tu fais des The Meg, tu fais des genres de choses, mais l'appeler Jaws sous la scène, mais l'appeler Jaws à mon avis c'est hyper casse-gueule parce que voilà, autant dire que je vais faire un film d'agent spécial, je vais appeler ça James Bond, tu vois. Si c'est pas calibré, enfin pour moi à mon avis ils ont dû se dire que les trois autres ont vraiment mal marché, puis même au niveau des critiques c'est pas terrible. Autant continuer à faire un Meg 2 quoi. Tu vois, The Meg, c'est plus. Va falloir que je les regarde un jour parce que je vois juste les affiches et les bandes annonces et à chaque fois je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Genre ils foncent sur un jet ski dans la gueule du Meg et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, c'est un peu too much The Meg, hein, mais bon au moins ça. C'est le Fast and Furious des requins en fait. C'est un peu ça le truc. C'est tout dans la surenchère quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est un peu ce qu'on retrouve dans un certain type de blockbuster aujourd'hui. C'est voilà, cette espèce d'inspiration de Too Big. Ouais. Alors Sharknado, il y a un côté complètement débile, irrationnel, un peu nanar et qui voilà tous les Sharknado qui sont en plus nous pas du tout nanar parce que c'est vraiment des trucs un peu opportunistes. Mais The Meg, ça essaie trop d'être un nanar en fait, c'est ça le problème. C'est ça, mais c'est le vrai problème du nanar. C'est pour juste faire une petite parenthèse, le nanar c'est vraiment l'accident, c'est-à-dire que tu ne fais jamais exprès de faire un nanar. C'est comme ça qu'il se fabrique de lui-même. Je prends juste un exemple, un parallèle. Le nanar c'est le mec qui tombe dans la rue. Un mec qui tombe dans la rue, ça te fera toujours marrer, et puis en même temps t'auras un peu d'empathie pour lui, parce que tu dis putain j'espère qu'il s'est pas fait mal, ou ah le pauvre. C'est une super métaphore. C'est encore plus drôle quand c'est un enfant qui tombe, tu vois. Un enfant qui tombe, tu dis putain ça te fait mourir de rire, enfin moi en tout cas, et après en même temps, voilà, tu as de la tendresse pour cet enfant qui tombe, tu vois. Le nanar volontaire, c'est comme s'il y avait un mec dans la rue qui prenait un haut-parleur et qui disait regardez-moi, je vais faire exprès de tomber pour vous faire rire. Et en fait, ça marche pas. Et tu vois, le mec qui tombe, il t'a prévenu avant qu'il allait tomber. Et en fait, tu dis, bah ok, bon, la cascade est bien faite, mais ça me fait pas rire parce que, en fait, tu as fait exprès. Et du coup, ça enlève le sel de ça. Et tout ce qui est Sharknado, les trucs comme ça, c'est des mecs qui, dès le départ, ont dit, regardez, on va faire un nanar rigolo. Et nous, on supporte pas parce que du coup, c'est pas du tout notre définition du nanar, quoi. Ouais, tu peux regarder ça au premier, deuxième degré en disant, voilà, bon, je regarde un film décérébré et tout. Why not, pas de souci, on va pas juger. Mais c'est pas du tout le vrai nanar comme nous on l'entend, qui est la divine surprise en fait. Ouais, c'est comme Tommy Wiseau qui essaie de reproduire The Room depuis des 20 ans maintenant, alors qu'au final non, tu peux pas attraper la foudre deux fois, ça marche pas comme ça. Tu sais quel est le prochain film de Tommy Wiseau qui fait déjà des avant-premières un peu de partout dans le monde. C'est Megalopolis, bien sûr. C'est un film. Non, c'est un film de requin. Ah, un film de requin, ok. Ouais, en Louisiane, je crois. J'ai un pote qui l'a vu à Londres et tout en avant-première. Il y a pas plutôt des crocodiles en Louisiane ou des. Est-ce que Tommy Wiseau est à ça près? Que vraiment Tommy Wiseau ne s'en moquerait pas un petit peu, qu'il y ait des alligators et pas des requins. Ouais. Mais apparemment, de ce que m'a dit mon pote, il m'a dit Tommy Wiseau veut faire un nanar volontaire, mais d'après mon pote, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que voilà, je lui fais confiance. Il m'a dit Tommy Wiseau, il veut faire un nanar volontaire et il se plante tellement que ça devient un nanar drôle en fait. Ah, ce qui en soi est une performance incroyable quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le mec dans la rue qui disait regardez-moi, je vais faire exprès de tomber et qui arrive à tomber malgré lui. Ouais. Alors que c'était pas prévu. Il marche sur une peau de banane. Ouais. C'est ça. Et là tu dis waouh, ça devient méta de fou en fait. Mais faut le voir pour juger sur pièce. Je vais me mettre effectivement dans les films de requins, j'ai décidé, ça y est, Rico m'a convaincu, je vais regarder des films de requins à partir de maintenant.
Ah ouais, mais Rico est un spécialiste de films de requins, ça tu peux pas, on peut pas. Bah, il est venu pour le 2. Hein. Ouais, il est venu pour le Oui, il m'a dit qu'il est venu sur le 2. Le 2, ça va, il est pas ça honteux, va, mais ça va. voilà. C'est un petit Je crois que je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Si je me Oui, trompe. non, mais ça les vaut. C'est un Français en plus qu'il a fait, je crois que c'est Janos Wark. Pas mal, non, c'est français. Ouais, pas mal, c'est français. Et je reviens juste sur Richard Dreyfuss, et en fait, je me rends compte que Richard Dreyfuss, tu sais, donc il a pas voulu naître ni dans le 2, le 3 et le 4. Mais dans le 4, il sortait en fait la même année, où je pense qu'il devait tourner la même année, un film très drôle. Enfin, pour l'époque, ça a peut-être un peu vieilli aujourd'hui, parce que c'est un film des années 80, avec Emilio Estevez, qui s'appelle The Stakeout, étroite surveillance. Ah, j'ai pas où vu. il fait le rôle de... Bah, c'est un film qui a plutôt bien marché, c'est de John Badham. Et c'est un film qui a cartonné, en fait, c'est l'histoire de deux flics qui font une planque devant un témoin pour surveiller un futur témoin de procès, et qui forcément ça fait des quiproquos parce que ils gardent ça secret auprès de leur famille, parce que voilà, ils sont en planque, donc ils sont en filature. Et ça fait des quiproquos avec la femme de Richard Dreyfuss qui pense qu'il a une liaison, etc., etc. Et c'est un film qui a cartonné, qui a eu une suite après en 93. Et je pense que Richard Dreyfuss, a eu du flair en acceptant de jouer dans ce film. Ouais, parce que ce film a vraiment cartonné. Et en plus, c'est un très bon film pour l'époque, plutôt que Jaws 4, quoi. Bravo Richard, bien joué. Donc comme je disais, ils ont eu des problèmes de requins. Cette fois, ils faisaient 7 mètres 6 de long. Et surtout, il n'était pas pneumatique, mais hydraulique cette fois. Et donc c'est pour ça qu'il a peut-être un look bizarre. Ah, peut-être. Parce qu'il a pas, il ressemble pas aux anciens requins, quoi. Il a des dents en carton. Le titre ne devait pas être Jaws 4, mais Jaws 87. Oui. C'est toujours bien quand un film met la date dans le titre, comme ça tu sais exactement. Est-ce que tu as fait la saga des airports? Tu vois, quand 2001, l'Odyssée de l'espace est sorti en 2001, on comprenait tout, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu as fait la saga des airports? Non, j'ai pas fait les airports. Ouais, parce que airport, ils avaient le chiffre de l'année de sortie en fait. Je savais même pas que c'était un truc airport. Voilà, et c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand le dernier airport est sorti en 79. Donc Airport, hein, c'est des films catastrophes, tu vois, c'est des films de crash d'avion. En gros, c'est un peu à la mode dans les années 70 de faire des films catastrophes, tu sais, avec la tour infernale, les aventuriers du Poséidon. Donc là, c'est toujours des avions qui volent et qui ont une panne, et tu te demandes jusqu'au bout du film est-ce que l'avion va s'écraser ou pas. Donc spoiler, non, il s'écrase pas. Mais fondamentalement, t'as toutes tes petites histoires avec tout plein de passagers. Et t'as eu donc 4 ou 5 airports à la suite. Et le dernier airport, c'est le Airport Concorde avec Alain Delon. Ça a bien vieilli, pilote. Et ouais, avec Alain Delon qui pilote, c'est très très drôle. Et du coup, c'est Airport 79 aux États-Unis. Mais vu qu'en France, à l'époque, on avait les films un peu en décalé de plusieurs mois. 6 mois. Et donc, il est sorti sous le nom de Airport 80 en France. Et la saga des Airports, tu devrais peut-être t'y pencher. C'est plutôt intéressant. Voilà, comme cinéma des années 70. J'avais lancé l'idée que si je voulais faire Alain Delon dans le podcast, me pencher dessus, je ferais la saga de toutes les fois où il y a flic dans le titre. Et je crois qu'il y en avait 7 ou 8 si je me trompe pas. J'avais fait le compte. Tu sais, il faut pas réveiller un flic qui dort, etc. Enfin, Flick Story, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, non, mais il y en a plein. Ouais. Un flic, tout court. Un flic. Mais si tu fais la saga des airports, effectivement, l'épisode bonus, ça va fort. Enfin, ça, ce qui coule de source, c'est de faire de Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est la parodie en fait ultime des films airport. Qui est une des meilleures comédies de l'histoire aussi. Voilà. Qui est vraiment et qui parodie à 100% la saga des airports en fait. Donc voilà. C'est drôle parce que maintenant la parodie est plus connue que la saga en elle-même. Ah oui, parce que ça a donné, ça a complètement cartonné au niveau. Et puis ça a redéfini une certaine forme d'humour au cinéma. Il y a vraiment un après et un avant Airport en termes de burlesque et de comédie américaine dans les années 70. Quoi. C'est vraiment un marqueur, quoi. Et puis les sagas des Airport si le premier était très original, parce que de nouveau les autres étaient ni plus ni moins des ressucés du premier, tu vois. Mais il y en a quand même eu 4 en tout, je crois, 4 ou 5. Et voilà, ça y est, on fait exactement comme pour le 3 avec Julien. On parle pas des Dents de la Mer. Oui, on n'a rien dit sur le film. On n'a rien dit sur le film. Restons concentrés. De toute façon, je pense pas qu'il y ait des fans des Dents de la Mer qui vont nous écouter. On sait jamais. Ou du 4, oui. Il y a des fans du 4, ouais, je pense pas, quoi. Non. Donc il n'y a aucune continuité avec le film précédent, c'est quand même important de le noter, c'est-à-dire que pour ce film, Les Dents de la Mer 3 n'existe pas. Parce que dans Les Dents de la Mer 3, Michael Brody et son frère
travaille dans un parc aquatique. Michael Brody n'est pas un biologiste marin, c'est comme ça qu'on dit. Oui. En fait, on ressent que c'est pas du tout le Dennis Quaid, c'est pas le même mec. Même s'ils avaient recast, on sent que c'est pas le même personnage. Il a une fille, il est marié. Enfin, c'est des trucs qu'on voit pas dans le film d'avant. Donc vraiment, il y avait ce besoin d'essayer de retourner à la base de la saga et de se raccrocher aux 2 premiers et de faire comme si le 3 n'avait pas existé et de se dire, c'est un peu ce qu'ils font dans les Halloween par exemple, tu vois. Ouais. Dans les Halloween, ils annulent souvent celui qu'il y avait avant pour ensuite dire non, c'est une suite du premier. Et au final, on se retrouve avec 4 suites du premier. Non, mais c'est ça, c'est souvent comment ton opus précédent fonctionne ou pas, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un peu comme les mecs quand ils disent des conneries à table devant tout le monde et si personne, tu vois, ils disent des énormités et quand les personnes le regardent bizarrement, ils disent non mais je déconne. Je pas. Ouais, voilà. non c'est pas ce que je voulais dire sur les femmes et sur les étrangers. Non c'est une blague. Hein. Non mais je déconne. On peut plus rien dire. On peut plus rien. Non, je suis pas du tout raciste. Hein. Je dis simplement qu'il y a trop d'étrangers, mais je suis pas raciste. C'était une blague. Et toi, on a un petit peu parlé du 3, mais tu en penses quoi? Même parlons du 2 et du 3. Le 2, tu l'aimes bien? Ouais, le 2, je l'aime bien. Le 2, c'est plutôt sympa. On voit beaucoup plus le requin. C'est un peu plus... un peu plus, non. C'est un petit blockbuster rigolo où t'avais pas assez de requins dans le premier. Du coup, on t'en met un peu plus dans le deuxième. Pour moi, c'est Rocky 2. Pour moi, c'est Rocky 2. Parce que c'est plus ou moins la même chose. Oui. Même acteur... À la fin, il gagne. Enfin, c'est un peu la même chose, sauf qu'il gagne à la fin. Et je trouve qu'il y a des similitudes où c'est des suites qui ressemblent énormément à l'original, mais sans ce qui faisait le charme de l'original à 100%, quoi, en fait. C'est plus calibré, en fait. Voilà. Tu vois que on se dit bon, on capitalise clairement sur le premier, mais on fait quelque chose qui surprend moins les autres. On sacrifie un petit peu le côté cinéphile pour faire un côté blockbuster plus poussé. Et on en fait une petite attraction supplémentaire, voilà. On prend en fait, si tu veux, ce qui marchait dans le premier en montant un peu les potards. Voilà, on aura plus de requins, plus de morts, plus de... Voilà, peut-être plus... Je ne sais plus trop du 2, mais je me dis peut-être qu'il y a un peu plus de scènes de meufs en maillot de bain. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Oui. On fait il y a les jeunes qui sont ajoutés, les ados sont ajoutés dans le script. Et donc, on cible aussi les ados un peu plus parce qu'on sait que c'est ce public-là, voilà. Donc on calibre plus. Tu vois que c'est... On voit que il y a Rob Schneider qui revient aussi, tu vois, donc ça ajoute un peu plus de cachet que les suites n'ont pas non plus, parce que c'est lui le personnage principal, quoi. Donc c'est ça. Et du coup, ça fait un film agréable à regarder, et qui n'est pas mémorable, mais qui fait le job. Là où le 3 et le 4 sont en pleine perdition. Comme je t'avais dit, moi, avant qu'on enregistre, le 3, j'ai très très peu de souvenirs. J'ai le souvenir, c'est rigolo, hein, parce que à l'époque où je l'avais vu à la télévision, c'était la grande époque de la 5 de Berlusconi, donc la chaîne de télé la 5 de Berlusconi, hein, donc pas la 5 qu'on connaît aujourd'hui, hein, la 5. Imagine TF1 dans ses pires années, tu vois la chaîne TF1 dans ses pires années de voyeurisme et de trucs. Ouais, mais même pire que ça, tu vois, avec les Morandini, tout avec ça, les tu vois, Coco Girl et les trucs comme ça. Là. Voilà, et ça c'est 50% que ce qu'était la 5 de Berlusconi à l'époque, quoi. Berlusconi, c'était la 5 de Berlusconi, c'était ce qui pouvait arriver de pire à la télévision française. Mais en même temps, il passait énormément de séries pour meubler la 5. Et donc, le 3, je me souviens, parce que tu avais le personnage, l'acteur principal de la série Manimal, qui joue dedans. Et moi, je me souviens juste pour ça, en fait, parce que à la 5 passait la série Manimal. Donc, Manimal, c'était une série où il y avait un mec qui pouvait se transformer en animal. Donc, il se transformer en taureau ou en aigle, c'était, voilà. Et il joue dans Jaws 3. Et moi, je me souviens juste de ce mec-là qui a un rôle secondaire. Ça a dû vieillir. Qui joue dans Jaws 3. Hein, mon Dieu. Ouais, ça a vieilli. Mais à l'époque, c'était pas trop. Alors, c'était marrant parce que dans Manimal, on va encore digresser. Mais en fait, il était capable de se transformer dans tous les animaux de la Terre. Mais ils avaient le budget uniquement pour voir la vraie transformation. Tu vois, que les prothèses qui étaient pas trop mal faites, hein, pour l'époque, uniquement pour l'aigle et le taureau. Non, l'aigle et une panthère, je crois. Donc du coup, au bout d'un moment, il se transformait uniquement dans ces deux animaux tout le temps, en fait, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les transformations pour les autres. Voilà, donc j'ai mon seul souvenir de Jaws 3, c'est la 3D, le mec de Manimal qui fait un rôle secondaire, et puis je crois que c'est Dennis Quaid qui joue dedans. Non, mais il faut que tu vois le plan du requin qui avance sans bouger. Hein. Et moi je vois, parce que je crois qu'on avait mis un extrait, il me semble, dans un Cut Netherland,
où en gros ils sont dans un espèce de grand tunnel en verre. Oui. Et t'as la petite fille qui fait regarde maman le poisson t'y arrives et tout. Et il y a un fonce dans le. Voilà. J'ai aucun souvenir sinon. Rien d'autre. Écoute, va falloir que tu le regardes maintenant, t'es obligé. Donc 23 millions de budget. Et au box-office, ça a fait 52 millions, donc plus de 30 millions de moins que le précédent. Sur Rotten Tomatoes, ça a 2%. Sur Allociné, ça a 1 étoile. Ça a été nommé pour 7 Razzies. Et ça a gagné pire effets spéciaux. Et en fait, c'est tellement devenu une blague, les suites des Dents de la Mer, que ça s'est retrouvé dans Retour vers le futur 2, où il y a les Dents de la Mer 19, avec la tagline « This time, it's really, really personal ». Mais oui, ils avaient tout compris. Ouais, c'est considéré comme un des pires films de tous les temps. Hein. Quand tu te retrouves avec 2% sur Rotten Tomatoes et 1 étoile sur Allociné, c'est que tout le monde est d'accord, là. Hein, vraiment... Mais les Razzies avaient, pour les gens qui connaissent pas les Razzie Awards, c'est des gens qui se réunissent, je sais même pas qui ils sont exactement, ils se réunissent tous les ans pour décider qui seront les pires films, et souvent c'est plus une blague qu'autre chose, on va se moquer de tel acteur ou de tel film, on va faire une fixation sur un film en particulier, plutôt que de le donner à Sharknado, tu vois, par exemple. Et là, ils avaient sorti un livre, genre les 100 ans du cinéma par les Razzies ou un truc comme ça, et ils avaient dit que les 100 pires films à regarder, et ils avaient mis ce film-là dedans. Ils ont dit que c'était un des films les plus mauvais, mais aussi qu'il fallait absolument l'avoir vu, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on avait vraiment besoin d'avoir Non. Pas du tout. Non. Mais après les Razzies, moi des fois je suis un peu, je prends un peu de recul avec eux parce que des fois ils veulent se taper simplement des films, même des films qui sont un peu des gros branleurs, quoi, les Razzies. Ouais, un peu. Ouais. Un peu, ça a pris un peu de la valeur parce que c'était un peu les seuls à faire ça, mais tu te rends compte que des fois les catégories des films sont plus drôles. Ça a pris de la valeur quand Halle Berry s'est pointée le lendemain, elle a eu son Oscar et le lendemain elle s'est pointée aux Razzies pour récupérer son Razzie et c'est là que ça a commencé. Oui, je sais plus qui d'autre qui s'était pointé Sandra Bullock avec des DVD, avec un truc rempli de DVD. Je crois que c'était pour Speed 2. Je crois que Verhoeven est venu chercher pour Showgirl. Tu vois, Showgirl, je suis pas d'accord parce que Showgirl ils l'ont allumé. Il s'est fait dégommer à sa sortie. Il s'est fait dégommer, donc tu vois, c'est un peu tapé sur des ambulances aussi. Il y a le scénariste de Battlefield Earth, tu sais, le film financé par la scientologie, bien sûr. J'en parle. Qui est venu le chercher. Gros délire, hein, Battlefield Earth aussi. Hein, je suis actuellement en train de faire des épisodes sur la scientologie sur Patreon, donc j'ai fait là actuellement la première partie d'au moins 4 ou 5 épisodes que je vais faire sur le sujet. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et là, j'ai fait de la naissance de L. Ron Hubbard jusqu'à la création de la scientologie, donc tous les mensonges et toutes les conneries qu'il a pu raconter, etc. C'était génial. Et un des tout derniers épisodes, ce sera sur les acteurs et les actrices qui se sont fait avoir par la scientologie, donc Tom Cruise et Travolta. Et forcément, je vais parler de Battlefield Earth parce que c'est écrit par L. Ron Hubbard, c'est le petit projet bébé que Travolta voulait absolument faire. Post-Pulp Fiction, hein, c'est vraiment son premier projet. Il venait de faire son comeback et il sort ça, quoi. Il était bankable. Voilà, et il sort ça. Et donc, ouais, désolé de parler encore de la scientologie, mais n'hésitez pas à aller sur Patreon et écouter j'ai eu que des bons retours sur le sujet parce que il y a énormément de choses à dire sur la scientologie, ça ne s'arrête jamais, quoi. Encore un pas de côté, je suis désolé, mais tu sais que le premier jet du scénario de Battlefield Earth ressemblait pas au film final. Donc le scénariste, il avait fait un truc un peu plus poussé et tout, mais bon, voilà. Et tu sais ce qu'avait dit cette phrase me fait mourir de rire d'avant. Tu sais ce qu'avait dit John Travolta quand il avait vu le scénario de Battlefield Earth au début? Il l'a dit au scénariste. Tu sais quelle était la réaction de John Travolta? Tu connais pas cette phrase mythique? Non, ça me dit rien. Il lui a dit, il a lu le scénario de Battlefield Earth, il a regardé le scénariste, il a fait, ce film, ça va être la liste de Schindler des films de science-fiction. Tu te rends compte de cette phrase? Est-ce que tu soupèses chaque mot de cette phrase, quoi? Travolta, faudra se pencher un jour sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses. Sa carrière et tout, c'est quelque chose. La liste de Schindler des films de science-fiction. Mais vraiment, tu sors ça pour Battlefield Earth? Écoute, je te propose un truc, quand je vais faire l'épisode sur le sujet, si ça t'intéresse, tu pourras me rejoindre pour qu'on parle de Battlefield Earth, ça pourrait être sympa. Et tu apprendras plein de trucs sur la scientologie grâce à moi, tu vas voir.
Ouais, tu vas me souiller, je pense. Parce que là, je suis actuellement en train de devenir le spécialiste français sur la scientologie. Petit à petit, je suis en train vraiment de devenir J'avais rien demandé. J'ai juste parce que j'ai fait des épisodes sur Mission Impossible, je me suis dit tiens, je vais me pencher sur la scientologie. Et maintenant, je pourrais écrire un livre sur le sujet, quoi. Bref, retournons aux Dents de la Mer. Tu sais, le film dont on doit parler. Oui. Bon. Cette fois, c'est vraiment, vraiment personnel. Donc on retourne à Amity Island, où on apprend la mort du chef Brody, qui est mort d'une crise cardiaque. On se débarrasse de ça, voilà, dès le début, parce que c'est important de nous dire pourquoi est-ce qu'il est pas là, et aussi c'est surtout que Roy Scheider ne voulait pas revenir du tout. Il avait même signé dans un film pour être sûr de ne pas faire le 3, pour être sûr que le tournage du 3 tombe pile poil pendant le tournage de tel film. Donc ils ont même pas essayé cette fois de le revoir. Ils ont essayé Dreyfus, mais ils ont pas essayé lui. Et elle vit avec son plus jeune fils, Sean, qui dans le 3 avait peur de l'eau. C'était un peu ça son truc. Et il sortait avec Lea Thompson dans le 3. Il devient tout de suite la première victime du requin. C'est plus violent que dans le 3. Je trouve que le 3 n'avait pas beaucoup de violence, alors que celui-là est un peu plus violent quand même. Et donc on perd 2 Brody en 10 minutes, quoi. Oui, c'est ça. On nous apprend le père est mort et le fils va mourir. Et ça, 50% de famille en moins, boum. Et ça, j'ai assez apprécié quand même, parce que bon, les Brody, on les voit enfants dans le premier, tu vois, donc c'est intéressant d'en tuer un des deux. Mais le problème, c'est que t'as l'impression que tout le monde s'en fout pendant le reste du film, à part sa mère peut-être, mais sinon il y a pas. Enfin, tu vois pas Michael réagir vraiment. Ils sont très rapidement en train de faire des blagues avec Mario Van Peebles et Michael Caine à boire des cocktails, tu vois, sur un bateau. Ils sont pas trauma. Ouais, il y a pas de trauma, quoi. Il y a pas vraiment à part elle peut-être, mais sinon enfin c'est quand même important, il se fait bouffer, on en parle quasiment pas pendant. Il y a cette scène où il est sur la plage et il se met à courir d'un seul coup sur la plage là parce qu'il est vénère, le héros là, il parle à sa mère et puis il boude et puis il se met à courir sans raison apparente parce qu'il est triste et cette scène me fait mourir de rire parce que d'un seul coup il dit je cours parce que je suis triste et après terminé. Enfin, tu dois courir sur la plage sans rien comme ça. T'es un peu comme des enfants qui boudent, qui se mettent à courir, tu vois. Et ça m'a fait mourir de rire parce que je lui ai dit, effectivement, t'as une manière d'exprimer ta tristesse qui est un peu bizarre. Et mais effectivement, non. En fait, tu vois juste d'ailleurs Roy Scheider dans un énorme tableau en noir et blanc, sa photo. Tu vois, bien en évidence. C'est au commissariat qu'il y a. Au commissariat, voilà. Ça. Où on dit, ok, il est mort, une photo en noir et blanc. On pense quand même à lui, on fait un clin d'œil, etc., etc. Et là, tu fais, ok, bon bah d'accord, on a compris, vous n'avez pas pu l'avoir pour le film, quoi. On se retrouve avec donc Michael Brody qui n'est plus Dennis Quaid en l'occurrence et Ellen Brody qui est donc le personnage principal qui est sûr que les requins viennent se venger de la mort des 2 autres requins. Donc ils s'en vont aux Bahamas. Juste ce concept, ça me fait tellement rire que à travers les générations, les requins veulent absolument tuer les Brody pour se venger du premier film. Je trouve ça tellement drôle, ça me fait, je sais pas, c'est, bah on parlait d'Halloween et de Jason et de ce genre de Freddy, ils ont tendance à revenir toujours aux mêmes victimes. Tu sais, dans Scream, c'est toujours la même qu'on appelle. Et là, c'est la même chose, mais avec un requin qui est capable d'aller dans des eaux où il n'est pas censé rentrer, il n'est pas censé pouvoir survivre, juste pour aller tuer des Brody quand même. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent l'avion quand même pour s'en débarrasser, mais lui, le requin, donc ils prennent l'avion, lui, il fait carrément tout le boulot à la nage et il vient les retrouver, quoi. Et il va vite. Sacré flair, hein, en plus. Il va très vite, en plus. Je sais pas combien d'heures de... Je sais pas à combien de kilomètres heure ça va, un requin. Ça se trouve, je dis une connerie. Mais je pense pas que ça aille aussi vite, les requins. Non. C'est le point de l'histoire qui va avec la tagline, quoi. C'est de faire du requin un psychopathe, en fait, qui stalk la famille et du coup c'est drôle parce qu'en plus ils en font pas grand chose, en fait c'est le postulat de départ, tu vois, donc ça aurait pu être un nanar si vraiment ils avaient poussé de but, tu vois, genre dans ce cas tu fais le requin qui les suit vraiment tout le temps, tu vois, qui fait des planques, tu vois le requin qui a des jumelles dans l'eau comme ça, qui regarde avec ses jumelles. Tu pousses le truc, j'en sais rien, tu fais des plans, t'as le requin qui bouge pas, qui les surveille sur une barque, là tu fais putain ça aurait été fou. Mais non, en fait, tu te dis que le requin il a fait des milliers de kilomètres pour les suivre et pour pas grand chose, quoi. Et ils font pas grand chose avec
avec la parano d'Hélène non plus. Ils y jouent un petit peu avec une ou deux fois, ça. Mais ils font pas assez. Tu vois, par exemple, Brody, dans le 1 et dans le 2, surtout dans le 2, il a cette scène de parano où il est sur la plage et tout, et il se met à tirer sur les vagues. Exact. Tu ressens vraiment qu'il est complètement parano. Et qu'en fait, ça se trouve, il imagine un requin. On n'est même pas encore sûr. Enfin, on le sait parce qu'on a vu le requin au début, mais on pourrait croire qu'en fait, Brody s'est monté la tête tout seul et s'est dit, il y a un requin sur la plage. Et là, Tu peux en faire un film sur la parano, ouais, ça peut être bien, tu vois. Tu peux dire que là, elle est trauma, donc du coup, elle voit des requins partout, elle est sûre qu'elle est persécutée. Ouais, voilà, elle voit un aileron alors qu'en fait, c'est un bout de bois. Enfin, tu vois, des trucs. Voilà, tu peux avoir plein d'idées là-dessus, mais non, ils en font rien en fait. Ils font rien du tout avec, quoi. Mais ça reste un meilleur film que le 3, je tiens à le dire. Je te crois. Non, c'est que les deux sont nuls. Celui-là, le truc, c'est qu'il est... en fait, tu pourrais limite le regarder en accéléré, quoi. Tu vois ? Oui. Ce genre de film où vraiment... Et pourtant, il dure 1h30. Ouais, il dure 1h30. Non, mais c'est très très lent. Le ressenti, c'est 2h30, par contre, tu vois. Ouais. Je veux que tu t'éloignes de la mer. Quoi ? Je ne veux plus que tu fasses ton horrible métier. Tu ne parles pas sérieusement, maman. Le plus sérieusement du monde. Mais nous commençons à peine. Nous avons eu notre première subvention. Je ne veux plus te voir dans l'eau, sur l'eau, près de l'eau. Maman, non, tu es bouleversée. Allez, viens t'asseoir, nous allons dîner. Je ne veux plus qu'un seul membre de ma famille s'approche de l'eau. Jamais. Ouais, donc ils vont aux Bahamas et Michael Caine est là, il pilote. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il sortait avec une femme de son âge dans un film. Oui. C'est bon à savoir, Michael. Alors, c'est bon à savoir, mais c'est vrai que c'est assez rare pour être quand même... ouais, c'est vrai. Pour être notifié, parce que tout le monde sait que la plupart des mecs dans les films, quand ils ont des partenaires familiers, ils ont généralement 20, 30 ans de moins, même s'ils sont fringants. Je crois que ce qui m'avait vraiment choqué à l'époque, c'était le film La Momie. Ouais, alors Roger Moore, évidemment, ouais. Mais même plus récemment, là, il y avait Tom Cruise qui avait sorti La Momie, un film sur la momie. Et en fait... qui était nul, mais il avait quasiment 60 balais, Tom Cruise, et sa partenaire, elle avait, je crois, même pas 30 ans, quoi. Et je me suis dit, encore aujourd'hui, tu vois, t'as un écartage de fou. Alors, Tom Cruise est toujours plus jeune qu'il ne l'est, parce qu'il est complètement fringant. Mais, je trouve ça assez cool que, effectivement, ça soit deux personnes qui aient suffisamment le même âge, même si tu peux prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il aurait été peut-être inconcevable qu'elle se tape un petit jeune, quoi. Tu vois? Oui, c'est vrai. Il fallait peut-être trouver un mec qui a l'âge de l'actrice, alors que si c'était Roy Scheider qui était tout seul, tu peux être sûr qu'il serait sorti avec une minette de 30 et quelques, quoi. C'est vrai que là, ils ont pas essayé, tu sais, comme dans les années 80 où on te met du cul et des nichons un petit peu partout pour essayer de vendre. Là, il y a pas ça dans ce film. Non, c'est très très sage. Mais en fait, il y a pas grand-chose du tout dans le film. Même les morts, hein, qu'on en parlera, il y a très très peu de morts dans. Il y a très peu de morts. Il y a beaucoup de chiant, en fait, je suis pas mort. Il y a aussi pas mal de situations où en fait, on croit qu'ils sont morts, mais ils sont pas morts. Mais t'as 2 morts et demi en fait dans le film, c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. T'as 2 morts pour un film de requin, c'est très très peu. Bon, les mecs qui sont venus voir au cinéma, ils en avaient pas pour leur argent, quoi. Alors par contre, dans le 3, il y a pas beaucoup de morts non plus. D'accord. Mais par contre, dans le 4, des plans où en gros, t'as Michael Caine qui zone avec sa meuf dans les carnavals, dans les fêtes, ça, t'en as un paquet, quoi. Et on dirait une comédie romantique, quoi. Tu vois. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. C'est son mari et son fils sont morts, mais il doit essayer de convaincre l'autre fils que c'est le bon. Enfin, il y a un petit truc comme ça. Il a pas pu aller chercher son Oscar car il tournait le film à cette époque-là. Mais il a acheté une maison avec l'argent du film puisqu'il a touché 1,5 million de dollars pour 7 jours de travail. Et il dit, cet été-là, j'ai gagné un Oscar, je me suis acheté une maison et j'ai passé des super vacances. Il a juste vu, en lisant le script, il a vu que ça commençait avec à Hawaï et il a fermé le script et il a dit je le fais. Et j'adore parce que Michael Caine, c'est un mec qui est tellement ouvert dans sa manière de s'exprimer, c'est que tout ça c'est des trucs que lui a raconté, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, il est très honnête dans sa manière de raconter. Et donc, la plupart des trucs que j'ai sur ce film, c'est Michael Caine qui dit, en fait. Et c'est la plus grande star, quoi. Parce que, quand même, il a gagné un Oscar la même année et il fait Les Dents de la Mer 4, un rôle secondaire. C'est pas comme si c'était lui le personnage principal, quoi. Ah, non, bien sûr, non, il a le second rôle, en fait. Hein. Même si il apparaît quand même beaucoup dans le film pour un second rôle. Parce que voilà, c'est le love interest. Hein. Mais effectivement, il fait pas grand chose dans le film, à part traîner et draguer donc Madame Brody, il fait rien, tu vois. Même avec le requin, à la fin, bon, il utilise l'avion pour les aider, mais c'est tout.
Donc il a pas pu faire. C'était pas quelque chose qui exploitait à fond ses talents d'acteur. Tu vois, il a pas trop eu à se forcer. Je pense pas que c'était un tournage éprouvant pour lui, hein, évidemment. Tu connais l'histoire de comment Michael Caine a rencontré sa femme? Non, dis-moi. Alors il a ouvert un magazine. Il était dans un pays, je sais plus lequel, et il a ouvert un magazine. Il a vu une femme. Il a appelé les gens du magazine. Il a dit: je suis Michael Caine, je veux le numéro de cette fille. Il a eu le numéro, putain. Il l'a épousée, il est encore avec aujourd'hui. Écoute, voilà, c'était beaucoup plus rapide qu'avec ma meuf, effectivement. Mais bon. Tu peux dire: je suis Michael Caine, et tout de suite ça voulait pas. Ouais. Ça voulait. La célébrité, hein, comme quoi. Il n'y a pas que des mauvais côtés. J'avais jamais rien vu d'aussi gros, jamais. Jamais. J'étais juste à côté de Michael quand ce foutu monstre est passé devant moi. C'est toi qui l'aurais dû attaquer, Jack. Il était sur toi. Pourquoi il l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il fout dans une mer chaude? C'est un requin blanc. Blanc ou gris, le fait est qu'il est là. Ça n'est qu'un requin, un grand, un superbe animal, et vous en faites quelque chose qu'il n'est pas. Et il est à nous. Mario Van Peebles, qui lui est un mec très connu des films de nanars, hein, quand même. Mario Van Peebles, il en a fait pas mal des nanars. Il a pas eu une carrière de dingue, Mario Van Peebles. Son père aussi a fait pas mal de nanars, hein, si je me trompe pas. Un petit peu, mais son père, Melvin a quand même fait une énorme carrière dans la Blaxploitation. Ouais. Il était Sweetback Badass Song. C'était un film, un des gros films un des premiers films de Blaxploitation. Et au niveau de la cinématographie et du cinéma, Melvin Van Peebles c'est une vraie figure de cinéma, alors que son fils... Il est dans le film d'ailleurs, hein, Melvin. Ouais, il a un petit rôle, je crois. Très rapidement sur la plage. Ouais. Sur la plage, un petit caméo. Mario Van Peebles, il a été un peu connu en France parce qu'il faisait une série, alors pareil, ceux qui sont nés au début des années 80 s'en souviennent, c'était Sunny Spoon, où il héros d'un détective qui se grimait tout le temps, en fait, il se déguisait, voilà, et c'était une série comique de policière un peu, tu vois. Et après, il a fait des films, on va dire qu'il a eu une carrière qui flirte avec le très bas et le très moyen. Voilà. Dont Highlander 3. Qui est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Il a beaucoup joué avec. Il a fait quelques films avec Christophe Lambert. Hein. Au moins 2 ou 3 films avec lui, je crois. Et il a joué le rôle de son propre père aussi, dans la biographie de son père. Il était connu pour New Jack City aussi. C'est là-dedans que je l'ai vu dans New Jack. Ça, c'est un bon film, ça, New Jack City. C'est un bon film. Non, il a quand même fait. Mais il tourne beaucoup. Hein. Il tourne beaucoup. Alors, c'est pas des films. Des fois, c'est des films directs ou DVD, mais non, il a une bonne. Tu aimes bien son accent jamaïcain là dans le film Je l'ai vu en français, moi. Hein. Ah, ils font pas d'accent? Ils font pas. Non. Ah, parce qu'en VO, il a un bel accent jamaïcain. Ah ouais? Ouais, Jar Jar Binksien, quoi, tu vois. Non, moi j'ai vu le revoir en français. Bomb Backlash, tu vois, un peu dans ce genre-là. Ah quoi. Putain, ouais. D'accord. Non, écoute, non, en français, ça va. Donc lui, il veut absolument étudier le requin. Exact. Oui, parce qu'il trouve le requin en fait aux Bahamas, fatalité. Il se pose pas de questions, quoi. Il pose pas de questions. Il y a un requin, et donc t'as le fils Brody qui lui, parce qu'en fait ils sont là pour étudier des mollusques à la base. Voilà, des espèces de. Des escargots, ouais. Ouais, des escargots, des palourdes, j'en sais rien, bref. Et puis il y a le requin, et vu que forcément un requin aux Bahamas, c'est pas normal. Mario Van Peebles, lui, veut en profiter pour l'étudier, faire du pognon dessus, qu'il soit reconnu, le projet scientifique était un projet, on va dire, pécunier. Et il y a une espèce de... Ça m'a fait rire, genre, t'as le fils qui dit « Chut, tu le dis pas à maman qu'il y a un requin aux Bahamas, parce que du coup, ça va la traumatiser. » Parce que elle, forcément, elle est persuadée qu'il y a un requin qui les suit. Et effectivement, il tombe sur un requin, et c'est genre, bon, on le dit pas à maman quand même, parce que... Mais il tombe sur un énorme requin, quoi, c'est ça le truc, c'est pas juste un requin. Le requin, il est énorme. Ah oui, le requin, il fait la taille d'un sous-marin, limite, quand tu le vois la première fois. Mais ça m'a un peu choqué à quel point Mario Van Peebles est là, genre, bon, allez, vas-y, on va se faire le requin, alors que... Il y a même pas une semaine, le frère de son pote s'est fait bouffer par un requin. Normalement, je lui dirais, ok, on s'approche pas du requin, on n'y pense pas, c'est pas grave, même si on pourrait l'étudier et tout, t'es traumatisé, on passe à autre chose. Mais non, lui, il y a même pas un moment où ça lui vient à l'esprit que Michael vient de perdre son frère, quoi. Non, mais la partie psychologique, elle est virée, tout complètement. Ouais. Aucun trauma, quoi. Mais c'est vrai que quand même. Il y a un requin qui bouffe ton fils. Tu vas aux Bahamas et t'as le même requin qui arrive et qui te regarde comme ça.
C'est ça. Il est même là avant toi. Tu sais, comme dans les films de psychopathes, il sait avant où tu seras. Ouais. Il est avant toi et il t'attend. Et il fait exprès que tu le vois, tu vois. Genre, quelle est la logique, en fait? Comment il sait? Encore, tu vois, il va à Amity Island, tu peux te dire, bon, bah, il sait exactement l'endroit du territoire où son fils, où ça. Parce que dans le premier, c'était Bruce. Dans le deuxième, c'était Brucette. Dans le troisième, donc, c'est effacé, donc il n'y a pas vraiment de requin. Et dans le troisième, j'imagine que c'est l'enfant de Bruce et Brucette qui doit... Ça doit être quelque chose comme ça. Il a grandi depuis et il va se venger. Brousseau. Bruce Junior. Bruce Junior, ouais. Jean-Jacques Brousseau, je sais pas. Jean-Jacques Brousseau. Et non, ouais, c'est tellement étrange comme concept. Je me dis, combien de cocaïne il y a dû y avoir pour que quelqu'un, genre d'un seul coup, se fasse un gros rail, lève la tête et fait... Et en fait, et si le requin, il les suivait? Si ça s'appelait la revanche. Mais c'est ça, tu vois. S'ils disent on va faire un argument, je pense qu'il devait être dans la bande-annonce, genre waouh, le requin il va se venger, genre ok, bon, c'est pour les enfants quoi. Genre, et le 2 c'était déjà ça, hein. Dans le 2 elle se vengeait déjà, hein, Broussette. Hein, donc, non, mais je sais pas. Mais en tout cas, ils en font pas grand chose. Non. Et puis j'ai une deuxième phrase de Michael Caine sur le film. Je sais pas si il avait dit j'ai jamais vu Jaws 4, par contre j'ai vu la maison qui m'a permis de l'acheter, elle est géniale. Ouais, c'est ce que je disais, il s'est acheté une maison avec et il s'est fait plaisir quoi. C'est un peu comme il s'appelle dans Superman Marlon Brando. Ah, Marlon Brando ou Nicholson avec Batman aussi hein, où il, oui voilà. Oui, on oublie souvent, mais Nicholson sur Batman a été énormément payé. Ah, mais oui, parce qu'il a demandé sur les produits dérivés, etc. À chaque fois que le Joker était vendu, il gagnait un pourcentage. Il a fait une George Lucas, en fait, à Warner, Nicholson. Voilà, mais même le ratio temps de tournage cachet est énorme. Hein, ouais, il avait un pourcentage du box-office. Le film a cartonné, a battu des records et tout. Donc non, Nicholson, la majorité de sa fortune actuelle, ça doit être Batman, hein, je pense. Ouais. Peut-être, ouais. En tout cas. Comme quoi, faut être malin dans sa manière de négocier ses contrats, quoi. C'est ça, exactement. Faut faire laisser ça à des professionnels. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont aux Bahamas, Mario Van Peebles. Et puis après, là déjà, il se passe pas grand-chose parce qu'on est déjà à la moitié du film. Ouais, on se fait chier un peu quand même. Et il y a toujours eu un seul mort. J'ai rarement pris aussi peu de notes sur un film. Ouais. Autant le 3, j'avais des choses à dire parce que parc aquatique et tout. Enfin voilà. Et c'est vrai que quand j'y repense, parce que je me suis refait le film en accéléré vite fait il y a 2-3 jours, parce que quand tu m'as dit en fait moi je l'ai revu il y a peu de temps parce que j'ai remis à jour la chronique sur Nanarland parce qu'on avait des vieilles caps, donc je l'avais revu religieusement, je m'étais bien fait chier et je m'étais repassé un petit coup de polish là avant d'enregistrer le podcast avec toi. Mais le premier meurtre en fait, le premier mort, il est assez gore effectivement, il se fait arracher le bras. Ouais. Bon, il se fait arracher le bras, mais il a mal, mais pas tant que ça. Toi, il t'a fait j'ai mal au bras. Enfin, j'ai mal au bras. Non, on dirait plus qu'il regarde et il fait mais il manque un truc. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas un bras, moi. Mais ouais, c'est le requin qui me l'a pris. C'est vraiment un psychopathe, quoi. Et donc tu dis c'est quand même gore, machin et tout. Et après, pendant 45-50 minutes, rien du tout. Un voyage en avion, des images de l'Office du tourisme des Bahamas. Ils sont partis en vacances, en fait. C'était une excuse pour partir en vacances. C'est comme les James Bond, c'est une excuse pour partir en vacances. C'est ça. Michael Caine qui drague, donc qui essaye de réconforter Madame Brody, donc il l'emmène au restaurant, il l'emmène danser. Elle fait partie de ses états d'âme. Mario Van Peebles et le fils Brody qui étudie des mollusques, ils tombent sur le requin. Alors le requin, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, en gros plan, des dents en carton. C'est-à-dire que encore plus avec l'image remasterisée, tu vois les dents qui bougent en fait de haut en bas. T'es avec le vent en fait, avec le mouvement. Dans le 3, il y a un plan où t'es à l'intérieur de la mâchoire du requin. Ah oui. Je sais pas si tu t'en souviens de ce plan. Et c'est quand il avale le mec. Ouais, c'est ça, quand il avale le mec. Et là, c'est lui l'acteur de Manimal. Il a genre deux petites rangées de dents, alors que normalement un requin blanc ça a vraiment beaucoup de dents. C'est connu pour ça, quoi. Ouais. Et surtout, elles sont faites d'une manière spéciale, les dents de requin, tu vois. Que en gros, quand elles te rentrent dans la peau, ensuite quand elles ressortent, elles t'arrachent tout. Et là, non, on dirait des petits triangles en carton-pâte. Et c'est exactement ça dans le ça le fait pas du tout. À ce moment-là, tu t'achètes plein de dents de requin. Ça se trouve des dents de requin et tu les mets sur la maquette, quoi, tu vois. Je suis sûr que tu peux en trouver des dents de requin quand même. Ça doit pas être un truc trop difficile à en trouver. Il y a plein de mecs avec des colliers dents de requin sur la plage de nos jours. Donc, qui sont peut-être fausses, d'ailleurs aussi fausses que dans le film.
Et puis du coup donc ils sont faits en requin, ils vont l'étudier, ils se posent la question, faut pas en parler à maman. Le fils Brody, donc il est marié lui, hein, il a une femme et 2 enfants, je crois. Non, une ou 2. Une, autant que je sache, peut-être. Une petite. Ouais, une petite, ouais. On pourra revenir sur elle parce que la pauvre, elle a eu un destin dramatique. On peut en parler. Et non, mais en fait c'est Judith Barcy, donc je crois qu'elle a 8-10 ans en fait quand elle tourne le film. Elle était un peu connue parce que elle faisait des voix de dessins animés et puis peut-être des trucs des petites séries, des publicités, puis elle commençait à être un peu connue. Et la pauvre, elle est morte à 10 ans, peu de temps après le film. Elle a été tuée par son père qui est assassiné, donc sa mère et elle. C'est féminicide ça, c'est de dingue. elle. C'est elle cette histoire, ok. C'était Féminicide, pas aussi la gamine qui faisait la voix dans Le Petit Dinosaure aussi, qui avait eu exactement la même histoire, si je me trompe pas. C'était une gamine qui faisait plein de voix, elle avait 10 ans, et c'est pareil, son père a tué la mère et la fille, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est elle. Oui, c'est le donc petit c'est dinosaure. elle, peut-être. Ok. Ouais, c'est elle. C'est elle. Et en fait, elle avait un père violent, alcoolique, qui commençait à jalouser un peu son succès et son argent. Et puis, sa mère avait prévenu plusieurs fois qu'il était dangereux. Il avait arrêté de boire, mais continuait à tourner autour d'eux. Et puis, peu de temps à la fin du film, on les a retrouvées toutes les deux mortes. Et puis, son père suicidé à côté d'eux, ou à côté d'elle, pardon. Et effectivement, le mec les a tués avant de se suicider, quoi. Donc la pauvre, destin tragique. T'as cassé l'ambiance. Malheureusement. T'as cassé l'ambiance. Un petit peu. On était bien là, on était bien. Ouais. Et du coup, Michael Caine, alors on va revenir sur Michael Caine. Ouais, c'est déjà mieux Michael Caine. T'as toujours sourire quand tu penses à Michael Caine. Tu peux pas avoir des pensées négatives. C'est vrai. Je suis sûr qu'il doit avoir plein de dossiers problématiques, mais on n'est pas au courant, donc c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas au courant, mais c'est pas grave. Si tu me dis que Michael Caine est dans la sauce, je te dirais, ouais, je suis pas étonné. Non, je suis pas étonné de fou. Ça aurait pu faire un bon James Bond en plus, hein, je trouve. Michael Caine. Ouais, t'étais pas assez physique, Tu veux dire à l'époque des années 70, par exemple? Oui, ouais. Non, il fait pas assez. Non. Ou alors un méchant de James Bond. Un méchant de James Bond facile, ou un jeune Q, tu vois. Mais, un jeune Q. Pas forcément. Mais en méchant de James Bond, j'aurais trouvé ça cool. Je pense qu'il fait bien les méchants. Ouais, bien sûr. T'es les méchants un peu dandy et tout. De toute façon, un film gagne toujours à avoir un Michael Caine dedans. C'est vrai. C'est pas une mauvaise chose. Donc, j'espère que tu sortiras ce film avant qu'il meure parce qu'il est quand même âgé. Il a 91 ans le pauvre, donc. Il a 91 ans Michael Caine. Ouais, il a 91 ans. Ouais, j'ai vu sa fiche Wikipédia il y a peu de temps là. Je crois qu'il est de 33 ou 34. Tu sais quand tu dis Michael Caine avec son accent, on dirait que tu dis Macocaine. Michael Caine. Qui était un peu la chanson de Liquido, c'est un groupe allemand dans les années 90, c'est une mélodie très connue. T'as l'impression qu'ils disaient Michael Caine, mais ils disaient cocaïne. En fait, c'est pour dire Michael Caine. Faut qu'on retourne dans de la mer. On est parti sur Macocaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement peu de choses à dire sur les dents de la mer. Dont Titon sans le requin. Je suis sûr que le peu de personnes qui vont écouter le 3 et le 4 vont rigoler. Au final, ça va être les épisodes les plus drôles parce qu'on parle pas du film mais on parle d'autres choses et ça fait du bien de temps en temps, tu vois. Parce que quand tu fais un épisode sur les dents de la mer, le premier, t'es obligé de... Enfin, moi, j'avais peur. Je vais oublier de dire ça. Je vais mal dire ça. Si je dis une connerie, je vais recevoir 20 messages de mecs qui vont me dire non, mais c'est pas comme ça. Alors que là, les dents de la mer 4, ça m'étonnerait qu'on se prenne des messages d'insultes ou de trucs dans le genre parce que... Non, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup digressé. Et sinon, ces vacances à la Grande Motte, Sofiane, c'était bien? Il y a Hélène qui a une sorte de vision prophétique à un moment. Oui. Elle a un super pouvoir aussi. Parce que c'est vrai que, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais quand elle le tue, elle a la vision de Brody, chef Brody, qui dit qu'il le tue dans le premier. Sauf qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Non. Donc elle a vraiment des pouvoirs prophétiques, on est d'accord. Elle est médium ou un truc comme ça. Elle peut voir des choses que nous on peut pas voir, quoi. Ouais. Alors t'as aussi un petit hommage au 1, tu sais, et au 1 et au 2, et peut-être au 3, parce que le 3 je me souviens pas, mais c'est quand l'enfant imite son père, tu sais, avec le mouvement des mains, quand il réfléchit, tout ça. Tu sais, t'as cette scène dans le 1 où t'as Brody qui réfléchit, puis t'as son gamin qui est à côté.
et qui le suit dans la position des mains, tu vois, quand il rapproche ses mains de la bouche, voilà. Et elle est dans le 4 aussi, là c'est la fille qui fait ça au fils Brody. Donc c'est parce que je sais qu'ils font ça dans le 1, ils font ça dans le 2 aussi, je sais pas s'ils le font dans le 3, mais il y a cette scène dans le 4 où voilà, t'as le fils Brody qui réfléchit au requin, machin, et il y a sa fille, donc dont on parlait tout à l'heure. C'est comme George Lucas aurait dit, c'est que c'est de la poésie, ça rime. Voilà. Ouais, voilà, mais voilà, c'est aussi un moyen de faire un fil, voilà, de fil rouge par rapport aux autres films. Et je me posais la question tout à l'heure, pour pas te dire de conneries. Le film fait 1h30, générique compris. Hein, t'es d'accord? Ouais, ça finit vers 1h26 ou un truc comme ça, ou 27, dans ces eaux-là. Je te jure que c'est vrai parce que je te le fais en temps réel. Hein. Le premier meurtre arrive à la 9e minute. D'accord? Le premier mort. Attends, dans le 3, le requin apparaît vraiment dans le film au bout d'une heure. Voilà. Donc là, on le voit pas au début. Hein, et après, là, on voit le requin un peu plus tôt quand même. Mais bon, premier mort à 9e minute. Deuxième mort à 1h09. Donc, c'est-à-dire que tu as 1 heure entre deux morts. Bah, c'est exactement pareil dans le 3, c'est marrant, ils ont pas du tout retenu la leçon. Et pendant 1 heure, t'as que du remplissage, quoi. Que du remplissage. Donc là, en fait, on a raconté tout le film. Hein. La meuf, l'histoire d'amour, on a vu un requin, il y a un maman, et c'est avec ça, il meuble pendant 1 heure. Voilà. Nous étions à sa recherche, nous le traquons. Qui? Le requin. Le requin, tu Oui, savais? je croyais qu'il était parti. Il s'en est pris à moi hier. Elle aurait pu être tuée et toi tu savais et tu nous as rien dit. Et tu as laissé ta mère penser que tout ceci... Comment as-tu pu faire ça? Où est ma mère? Ta propre fille. Où est ma mère, Carla? Pourquoi tu nous as rien dit? Où est Jack? Réponds, pourquoi tu n'as rien dit? Michael Caine se fait bouffer son avion, quand même. Donc là, on est déjà à la fin. Oui. Et Marion Van Peebles se fait aussi bouffer, mais au final les deux reviennent, et surtout il y a aucune réaction, parce que c'est là que je me suis dit bon, ils vont revenir, parce que Hélène, elle était en train de tomber amoureuse de ce mec, il se fait bouffer, elle se tourne vers Michael et elle dit ce serait bien si on tuait le requin quand même là, parce que ça commence à être un problème quoi. Et, c'est là qu'effectivement, en fait... Il y a que Sean qui meurt dans ce film, en fait. Il y a que Sean qui meurt. C'est ça. C'est tout. Il y a que Sean qui meurt, et puis il y a donc une deuxième personne qui se fait bouffer, une femme qui se fait bouffer dans l'océan. Donc c'est là où elle se rend compte qu'il y a un requin, finalement. Elle l'apprend. Et là, elle dit, oh putain, je vais y aller, je vais lui péter la gueule. Et du coup, bon, bah, ils partent tous casser la gueule au requin. Donc Michael Caine avec son avion. Bah, je crois qu'il vient les rejoindre, etc., etc. Non, elle part avec le bateau, la mère Brody, toute seule. Toute seule, elle part en mission à un moment, c'est vrai. Ouais. Exactement, c'est ça. En fait, le requin vient de tuer la deuxième personne, donc 2 morts, en 1h20, 1h10 de film. Donc on n'en a pas pour notre argent. Et là, le fils Brody voir Michael Caine qui prend l'avion pour la rejoindre. Et là, bon bah, ils s'en prennent au bateau. Donc là, on est à 1h10, 1h15 de film à peu près. Et enfin, il se passe quelque chose. On est à 1 heure d'épisode. Normalement, un épisode, ça dure 1h30 minimum. De la saga. Mais on va être aussi donc le film en fait. T'inquiète, il y a un bilan à la fin. On va faire un petit bilan de la saga à la fin. Nickel. Ça. Allez. Donc Michael Caine se fait bouffer l'avion. En fait, on expédie la fin alors qu'à la fin le mieux dans le film. Et voilà. Et Mario Van Peebles se fait bouffer aussi. Ouais, mais ils reviennent tous quoi. Enfin, ils reviennent tous. C'est très étrange, c'est quand même le 3e acte et tu te dis bon bah c'est le moment où on va balancer un petit peu les personnages qu'on connaît pas trop du film. Tu vois, quand je crois que j'ai déjà dit dans le 3 quand on a fait le 3, mais dans le premier c'est 3 mecs sur un bateau, il y en a que 2 qui reviennent, tu vois. Là il y a pas ce sentiment là quoi. Il y a pas, on dirait pas qu'ils ont perdu quelque chose, on dirait juste que le fils nul de la famille est mort au début du film, on s'est enfin débarrassé de lui et maintenant on peut vivre sur un bateau aux Bahamas avec Michael Caine. En gros, ça fait vraiment ça fait très étrange le début et la fin en fait. Quand tu regardes le début et la fin, t'as pas l'impression que c'est le même film, bizarrement. Oui, c'est ça. Et puis Michael Caine, tu le vois faire bouffer son avion, mais lui, tu le vois pas. Alors que Mario Van Peebles, tu le vois se faire littéralement déchiqueter par le requin, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et finalement, ils reviennent tous les deux. Enfin, surtout Mario Van Peebles, je pense, parce que, mais ça, je pense que tu sais pourquoi, parce qu'il y a eu des projo-tests. Et dans les projo-tests, ils ont trouvé que la fin était un petit peu trop pessimiste. Donc, ils ont retourné des scènes où Mario Van Peebles
réapparaît et comme quoi il est vivant. Donc ils ont une scène où il se fait bouffer la moitié du ventre, et une scène où il revient après, genre ça va, vous inquiétez pas mec, Bomba Clash, Zion Babylon. Et puis il a cette phrase incroyable, le mec qui fait le fils Brody qui dit avec des blessures pareilles t'aurais dû être mort. Je trouvais ça drôle parce qu'effectivement oui, il aurait dû être mort parce qu'à la base dans le film il était mort. Surtout que c'est lui qui nage de lui-même en plus, hein, c'est pas. Oui il revient. C'est genre, les gars. C'est pas comme si il y avait quelqu'un qui était allé le repêcher sous l'eau et il était. Le mec il était tombé dans les vapes ou un truc comme ça. Non du tout, il est en train de nager. Un truc qui est fou, c'est qu'en gros il a perdu 35% de son corps humain dans l'estomac du requin et il est dans une eau salée qui doit être à peu près à 40-45 grammes de sel par litre, donc en gros ça doit le brûler à mort parce qu'il a des plaies dans l'eau salée, mais il s'en fout, il fait de la petite vanne et puis il rentre tous à la nage. Donc je sais pas, peut-être qu'il est mort post-générique à l'hôpital de ses blessures, mais en tout cas il revient, Mario Van Peebles, avec sa petite blague. Je pense que bon, ensuite on a la manière dont le requin explose, bien sûr. Ça c'est. Faudrait que J'ai toujours pas compris. Non, moi non plus. Il y a un truc qui lui fait mal à la tête, qui fait bip bip là, une sorte de lampe torche qui fait qu'il sort de l'eau à chaque fois et c'est très ridicule. À chaque fois il avance, il entend le bruit et là il sort de l'eau genre eh oh tu refais pas ça, il retourne sous l'eau. Au final les requins. Je crois que c'est aussi pour ça que dans la Sharksploitation a autant de films, c'est que les requins, logiquement, ils n'ont aucune personnalité, vu que tu peux pas leur donner des expressions sur le visage, tu vois. C'est le tueur. C'est pas comme un requin qui sourit, tu vois, un dauphin qui sourit. Il y a vraiment aucune expression sur la tête d'un requin. Donc quand il sort juste la tête de l'eau d'une certaine manière en disant "Eh oh, t'arrêtes ça maintenant." Moi ça me tue ce genre de truc. Et c'est sûrement pour ça que ça marche bien, c'est que vraiment tu peux prendre un requin et faire un peu tout ce que tu veux avec au final parce que et c'est triste d'ailleurs parce que maintenant tout le monde a peur des requins à cause de ces films alors qu'au final les requins ils nous attaquent quasiment jamais. Pas bien, faut sauver les requins. Sauvez les requins. On va créer une pétition. Sauvons les requins. Mais quand tu fais l'analogie avec le tueur-enfant, en fait, le requin, quand tu vois l'œil d'un requin, il n'y a strictement aucun sentiment. En fait, c'est vraiment une machine à tuer, quoi. Et tu peux faire un petit parallèle avec certains slashers, tu vois. C'est un peu le Michael Myers dans Halloween. Tu vois, c'est les mecs qui ont les mecs, ils ont un masque. Et du coup, ils ont strictement aucun sentiment qui traverse et ils sont là uniquement pour tuer les gens après les autres. Et c'est ce que tu retrouves effectivement dans le requin. Quand tu vois l'œil d'un requin, en fait, c'est une machine à tuer. Il y a strictement rien, c'est du vide en fait. Et c'est ça qui est si effrayant. C'est que c'est une machine à broyer qui s'arrête pas. C'est un peu le Terminator de la mer, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a, tu m'as dit, il y a autant de films de requins parce que c'est le prédateur parfait, quoi. Bah, Rico m'avait dit qu'il y en avait genre 400 ou 500 films de requins. Quelque chose comme ça. Oui, parce qu'en plus maintenant là, il y a une espèce. Après avec Sharknado, qui a eu un peu de succès, on s'est peut-être rendu compte que c'est très facile à faire avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Et puis c'est Peur Bleue, je pense, qui a relancé le truc aussi. Il y a Peur Bleue qui a plutôt bien, qui a bien relancé d'une manière, on va dire. Parce que entre Les Dents de la Mer et Peur Bleue, t'as l'impression que personne n'osait trop y toucher parce que Les Dents de la Mer, les suites avaient tellement pas marché et avaient tellement été mal reçues. Ils se sont dit bon bah c'est fini quoi, c'est fini les films de requins. Et il y a eu Peur Bleue et là on s'est rendu compte, même si c'est pas génial Peur Bleue, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, je pense. Peur Bleue en plus, alors ne pas confondre avec Peur Bleue des années 80 qui est un film sur des loups-garous, qui est plutôt bien foutu. Peur Bleue en plus il y a une filiation aussi, ou du moins un hommage au Temps de la Mer quoi. Ah oui, il y a un requin. Non, mais je me souviens plus, mais je crois que Peur Bleue, on est d'accord, c'est là où il y a plusieurs requins. Il y a plusieurs requins qui sont très intelligents. Il y a une base sous-marine. Tous les requins meurent de la même manière que les requins meurent dans Les Dents de la Mer. C'est ça. Il y a électrocuté. Ils sont un petit peu. Il y a tout ça. Donc ils font cette espèce de filiation, tu vois, aussi quand même, une plaque, qui est plutôt intelligente. Il y a aussi, tu sais, dans le premier Dents de la Mer, ils trouvent un requin tigre et il y a une plaque d'immatriculation dans son ventre, et ben la plaque apparaît aussi dans Peur Bleue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les gens, j'ai fait un épisode sur Peur Bleue sur Patreon avec Rico de Shark Parade et Nanarland. Et mon ami Richard. C'était très sympa. Elle le trouvera pas, ce foutu requin, puisque nous, on n'en a pas été capable. Mais lui, il la trouvera. Qu'est-ce que tu veux dire, lui, il la trouvera? Elle le savait qu'il viendrait. Elle
le savait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle vous en a parlé? Oui, elle est convaincue et a voulu me convaincre que le requin qui a tué Martin et Sean poursuit sa famille pour la détruire. On parle tout de même pas de notre requin, hein? Les Brody se disent au revoir en attendant la prochaine vengeance d'un requin de la famille de Bruce. Mais là, je pense que toute la famille de Bruce est morte, hein, à mon avis, parce qu'on n'en a plus entendu parler depuis. Donc c'est forcément, ils sont tous morts. On va apprendre. Ils ont tué une espèce de requin qui était en voie d'extinction et ils ont tué les derniers. Ils ont tué les derniers mégalodons. C'est vrai que c'est des requins. Ça finit sur un forts. espèce de mini monologue de Michael Caine qui raconte sa vie d'aventurier parce qu'il est pilote aventurier un peu, tu vois. Je vous ai raconté comment j'ai rencontré ma femme. J'ai ouvert un magazine, j'ai pointé, j'ai fait c'est qui cette meuf? 1h26 de film, emballé c'est pesé. T'en emballé ressenti c'est 4h20. pesé. Vraiment, je ne me referai jamais les suites des Dents de la Mer. Vraiment. C'était un truc, ça y est, c'est fait, je le referai plus jamais. Il faut conseiller ça uniquement aux gens qui se veulent être complétistes. Exactement. Mais non, effectivement, passez votre chemin, contentez-vous du premier, éventuellement du deuxième. Vous pouvez voir le troisième si vraiment vous êtes intéressé par le cinéma 3D de l'époque, voilà, et encore que, mais c'est tout, non, contentez-vous de regarder le premier, de l'apprécier, éventuellement le deuxième pour voir les différences. Un peu comme les Indiana Jones, regardez les deux premiers, et puis le reste, ce n'est que du détail. Non, j'exagère, le 3 est bien, le 3 est pas mal. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit Dents de la Mer, la vengeance, la revengeance? C'est nul. Merci. C'est nul. C'est nul. Et non, mais faut pas non, mais faut le dire, hein, c'est complètement nul. Hein. Mais c'est nul dans une manière différente du 3 et j'arrive pas à décider lequel est le plus nul. Et j'ai envie de dire que je préfère un peu le 4 parce qu'il y a Michael Caine, justement, tu vois, ça remonte un petit peu le niveau. Mais sinon, et c'est un peu plus basé sur les Brody et tout. Enfin, tu vois, il y a un peu plus, ça commence à Amity Island. Enfin, il ressemble plus aux deux premiers que le 3 qui est vraiment, SeaWorld, mais avec des requins, c'est complètement différent. C'est plus proche de Jurassic Park, le 3, en fait. Et... Oui, puis je pense que c'était pour promouvoir une attraction, sinon, je pense, le 3 Je aussi. crois que c'est celui-là qui était pour promouvoir une attraction, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, je crois que c'était le 4. Ce que tu peux comprendre. Ah, d'accord. Oh, putain, rien à voir. Non, mais le 4 est un film où il se passe rien pendant, vraiment, tu fais un film de requin et que tu as que 2 morts de requins. Parce que t'as l'impression que le deuxième mort, les mecs, ils sont réveillés en disant, attends, mais en fait, on tourne un film de requin, là, mais on n'a qu'un seul mort, faut peut-être en rajouter. Parce que ça intervient un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais on dirait qu'ils ont essayé de frauder fiscalement en partant à Hawaï ou un truc comme ça, tu vois, et en même temps, ça peut puer, des trucs comme ça. Hein. Ouais, et en même temps, ils avaient des vacances gratos, ils se sont dit, bon, bah, vas-y, on va faire le requin le plus pourri qu'on peut faire, on va même pas le faire de la même manière que les requins précédents. C'est quand même bizarre de l'avoir appelé les Dents de la Mer 4 alors que ça annule le 3. Ouais, je pense pas que ce soit les premiers à le faire. T'as certains Halloween qui faisaient comme ça Highlander aussi. 3, tu vois, qui est censé être connecté au premier mais pas au 2. Oui. Et qui s'appelle quand même. C'est quoi déjà le titre du 2, The Reckoning? The Reckoning, ouais. Ah, c'est moche. Et après, tu as The Reckoning et puis tu as la Renegade version qui était la version Director's Cut. Parce que le Highlander 2 a une histoire assez compliquée. C'est un des pires films que j'ai vu de toute ma vie, Highlander 2. Alors t'as pas vu le 4 ni le 5. J'ai pas vu le 5, mais j'ai vu tous ceux avec Lambert et avec Duncan MacLeod et j'ai vu la série aussi, donc j'en ai regardé. Le 5 c'était avec Duncan MacLeod à la place de Christophe Lambert et c'est une petite Zumba aussi ce film. Tu vois, c'est incroyable. On parle pas des Dents de la Mer, là on est reparti sur Highlander. Il y aurait plus de choses à dire sur Highlander. Honnêtement, si on avait été studieux et focus sur les Dents de la Mer 4, on aurait fait 20 minutes. On aurait fait 20 minutes. J'aurais dit 18 même. Ouais. En parlant un peu vite. On peut pas toujours être professionnel, surtout quand on reçoit des gens de Nanarland sur 3 épisodes d'affilée. Forcément. Oui, c'est un peu... Là, c'est vrai, j'ai eu que des gens de Nanarland, là. J'ai eu le film sérieux où j'invite quelqu'un de sérieux, donc Victor le cinématographeur, et les 3 autres films où j'ai fait, allez hop, j'allume le Nanar Signal. C'était drôle parce que t'avais été, du coup, on va être associé à la saga Dents de la Mer, alors que, à comparer, t'as plus d'épisodes de Highlander qui sont sur Nanarland que les Dents de la Mer. Ouais, mais le gros problème avec Highlander, c'est que ça rentre dans la catégorie... En fait, j'ai décidé... par choix de ne pas faire les directs ou vidéo parce que sinon il y aurait trop de films d'horreur
vraiment avec beaucoup de direct-to-vidéo, je me taperais les Kickboxers et les Highlander et surtout il y a les Nanarders qui s'en occupent très bien de ce genre de choses. Tu vois, les direct-to-vidéo, c'est un peu votre spécialité, quoi, tu vois. Oui. On a 3 épisodes sur 5. On a de Highlander, Highlander 2, Highlander 4, Highlander 5 qui sont sur le site, et je crois qu'effectivement... Combien de Dents de la Mer? Il y a le 3 et le 4 qui sont sur le site? Non, il y a que le 4. Ah ouais, même pas le 3. Faut franchement faire un truc sur le 3. Hein. Franchement. Mais honnêtement, même le 4, hein, je veux dire, si vraiment tu t'attends à voir un nanar, le 4, c'est un navet. Hein. C'est pas une pièce. Ouais, c'est plus un navet. Tu peux considérer ça comme un navet. Moi, je le considère pas vraiment comme un nanar. Voilà, c'est un nanar sur le concept, mais c'est vraiment le film que tu peux regarder entre potes, mais en fond, tu vois. Ouais. Tu manges, tu grignotes, tu fais des trucs, tu discutes, et puis voilà. Mais non, c'est pas une pièce maîtresse. Et puis, tant mieux qu'il ait pas marché, parce que ce genre de film ne devrait pas marcher au cinéma. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est un peu ça. J'avais ça, ou sinon. C'est vraiment un gros tas de merde. Voilà. Non, c'est chiant, c'est dommage. C'est chiant, mais je pense qu'on peut passer à un truc un petit peu plus sympa. On va faire le bilan. André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Hein. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Allez. Et qu'est-ce que vous prenez, un blanc, un rouge? Alors, le bilan, en gros, c'est je te pose des petites questions sur ce que tu préfères ou ce que tu détestes dans la saga Les Dents de la Mer. Par exemple, quel est le meilleur film des Dents de la Mer? J'ai envie de troller en te répondant le 3, mais non, je vais dire le 1. Voilà. Tu vois, celui-là, je l'avais pas mis dans la liste parce que, voilà. Quelle est la meilleure suite des Dents de la Mer? Effectivement, ça peut être que le 2. Ça peut être que le 2. je vais être premier degré de ouf, mais effectivement, ça peut être que le 2, oui, ouais. C'est pas possible. Quelle est la pire suite? Tu vas dire le 4, j'imagine. Oui, je vais dire le 4, le 3, j'ai peu de souvenirs, mais apparemment c'était une épreuve aussi, parce que Julien m'avait dit que c'était une épreuve, Julien et Mathilde m'avaient dit que c'était très compliqué, parce qu'ils l'ont revu peu de temps, pareil, il y a quelques jours. Non, la pire suite, je pense que c'est le 4 quand même. Ouais. C'est chiant parce que... Il y a rien qui tient. C'est chiant parce que quand on fait le bilan, la plupart du temps, c'est intéressant comme quand tu le fais sur Mission Impossible. Oui, voilà. Tu vois, Harry Potter, où tout le monde a des avis différents. Alors que là, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que la meilleure suite, c'est le 2. Quel est le meilleur personnage pour toi de toute la saga? Ton personnage préféré, en tout cas. Ah, mon personnage préféré, c'est celui de Richard Dreyfuss. Moi, je le trouve très intéressant, je le trouve rigolo, j'aime bien son look, voilà, son petit look de scientifique avec son petit bonnet, tu vois, scientifique sympa. Moi, je l'aime bien. C'est vrai que Cousteau était à la mode à cette époque-là en plus. Hein, donc ouais, mais alors, je pense que c'est un peu inspiré de Cousteau effectivement, mais puis c'est un peu un petit look de marin, tu vois, c'est vraiment des bonnets de marin de base. Mais non, je le trouve drôle. Il a un peu le comic relief dans le. C'est lui qui apporte un petit peu de respiration un peu comique dans le premier, tu vois, qui est quand même assez plombant. Donc voilà, il a un personnage énergique, un peu positif, intéressant. Moi, j'aime bien. Je le trouve très. J'aurais été vraiment triste qu'il meure, tu vois, quand je l'avais vu gamin. J'avais peur, je me rappelle, j'avais peur qu'il meure. J'espérais qu'il meure pas dans le film quand j'ai vu le premier. Bon, pour moi, le meilleur personnage, c'est Bruce, bien sûr. Mais mais en gros, ça va jouer entre les trois qui sont sur le bateau, sur le Orca. Bah oui. Voilà, les trois sont géniaux. Quint est super bien aussi avec son super speech sur. Mais je trouve que le chef Brody a ce truc de, tu sais, comme ils disent là-bas, everyday man, tu vois. Oui, bah c'est ça, oui. Voilà, le gars avec qui t'as envie de boire une bière, tu vois. Et je trouve qu'il est très très bon, et il est très très bon dans la suite aussi, donc je vais pas être très très original en disant chef Brody, mais je tiens quand même à dire que les deux dauphins dans le troisième sont aussi partie de mes personnages préférés. Ils avaient été nommés au Razzie, les dauphins. Ah putain. Pire nouvelle star. C'était les deux dauphins du film.
J'aurais pu troller, imagine, je t'aurais répondu genre mon personnage préféré c'est le maire de la ville. Bah tu vois, mon personnage préféré c'est le personnage secondaire préféré c'est largement le maire pour moi. J'adore le maire. C'est un personnage c'est méchant, un peu. Oui. Mais c'est l'idiot dangereux un peu, tu vois. Il est dangereux bien sûr, mais en même temps je trouve qu'il est incarné par un mec qui a pas l'air d'être, tu sais, le cerveau de l'histoire ou un truc comme ça non plus quoi. Ça a pas l'air d'être un méchant de James Bond ou un truc comme ça. Non, c'est juste un petit maire véreux qui veut pas perdre sa période de l'été où il y a tous les touristes qui viennent. C'est pas. Et dont le personnage devient un peu un archétype après dans les films. Oui. Le personne qui refuse les consignes de sécurité pour des raisons de profit, même si ça tourne sous le bon sens. Et à chaque fois, on dit le maire de Jaws. Là, c'est toujours. C'est ça. Toujours, ça devient effectivement. Quelle est pour toi la pire scène de la saga des Dents de la Mer? Alors, encore une fois, je me souviens très très peu du 3, mais la scène où le mec se fait avaler par le requin, ça m'a marqué. Avec la caméra à l'intérieur, là. Ouais, exactement, ouais. Tu te dis, waouh. Moi, je vais être obligé de reciter l'image du requin qui avance vers la caméra. Ouais. Sans bouger, et le plan qui est réutilisé plusieurs fois en plus. Je pense que le 3 est un peu plus d'un air que le 4 parce que tu peux rigoler des effets spéciaux, alors que même dans le 4 t'as rien à rire, c'est pour ça que le 3 je pense qu'au final je le préférerais peut-être parce que il m'a fait rire par moment, alors que le 4 m'a pas fait rire une seule fois. Non, le 4 c'est vraiment une perte de temps. Donc, quelle est la meilleure scène? C'est dur, parce que tu pourrais dire tout le film, le premier. tu précises le premier quand même. Non mais c'est vrai, la meilleure scène t'es obligé de dire dans le premier, et après tu réfléchis et tu te dis merde, en fait elles sont toutes bien quoi. Je crois que elles sont toutes bien. Si on a une que je revois, Brody sur la plage, j'aime bien Brody avec le plan. T'as Brody sur la plage et tout là. Alors ça serait un plan de Brody. Ça serait le plan où en fait il donne à bouffer, il balance de la bouffe dans l'eau et t'as le requin qui sort. Oui. Et le il plan lève la tête comme ça, il le regarde. Ouais, voilà. Avec sa club, je crois qu'il a sa club qui tremble, et t'es là où il se rend compte. En fait, c'est la première fois qu'il voit le requin pour le coup. J'adore le plan parce qu'il le voit un quart de seconde et il se lève et il se retourne pas pour regarder. C'est plus genre je viens de voir un truc que j'ai vraiment pas envie de voir. Et c'est vrai que très très bon acteur là sur le coup, et le plan il est super. Il le joue très très bien. Maintenant que tu le dis, ça serait peut-être bien mon plan préféré aussi du film, de tous les films, en dehors bien sûr du plan avec les dauphins qui se frame à la fin du 3. Sacré dauphin. Quelle est ta mort, la meilleure mort pour toi, là, ta mort préférée dans Les Dents de la Mer? La première. Ouais, alors la première, mais bon, après je peux reprendre celle du 3 où le mec se fait avaler, parce que c'est quand même une des morts les plus cons de la Terre. Dans le 3. Moi c'est celle du premier où celle du gamin en fait dans le premier elle est bien, tu sais, quand elle cherche sur la plage, il y a le vent de panique. Puis avec le sang qui fait des bulles, etc. Et puis il y a surtout ce plan qui est un plan sympa où en fait tout le monde rentre sur la plage et la mère appelle son gamin et c'est le seul qui peut revenir en fait. Et là elle comprend que en fait il reviendra pas. Et je me dis, c'est bien foutu quand même. Alors c'est pas une scène de mort à proprement parler parce que tu vois rien, mais c'est le but de la scène aussi. Et voilà. Après, une qui a traumatisé pas mal de gens, parce que moi le premier je l'avais vu qu'un gamin à l'époque qui était venu chez moi, c'était le fils de mon ex qui voulait découvrir le film. Il avait adoré, mais la scène où effectivement Robert Shaw se fait bouffer par le requin dans le 1, tu sais, il se fait littéralement couper en deux, ça l'avait fait flipper de ouf quoi. Et c'est vrai qu'elle est assez violente quand même. Surtout que t'as juste avant ça, t'as des moments de camaraderie et de chamaillerie où ils sont sur le bateau en train de rigoler et de picoler, et juste après il y en a un des deux qui se fait couper en deux quoi. Donc c'est vrai que tu t'y attends pas en fait, surtout quand t'es gamin. J'imagine que tu connais pas trop les règles du cinéma, etc. Tu dois vraiment pas voir venir la mort de Quint quoi, c'est clair. Ouais. Et enfin, je vais pas te demander de faire un classement des films, parce que je vais te dire 1, 2, 3, 4, moi. Évidemment. Voilà. Évidemment. Tu vas avoir beaucoup de réponses communes. Ouais, voilà. Quelle est la pire mort
Le mec qui se fait bouffer en 3D, c'est ça? Tu vas encore me le dire. Ouais, mais moi, ça me fait délirer. Il se fait avaler par un requin. Il n'est même pas croqué, il est avalé. Tu dis, mais en fait, je comprends pas comment ça part. Après, je pourrais te dire, une des morts les plus débiles, c'est celle de Mario Von Peebles, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment mort. Non, quoi. il est pas vraiment mort, donc. Je pourrais répondre ça, allez, histoire d'être un peu plus original que tout le monde, mais oui, c'est la mort de Mario Von Peebles qui n'est pas vraiment mort. Voilà. Mais je pense que dans le 3, tu dois avoir des morts bien pétées, je pense aussi. Ouais, il y en a quelques-unes. Par exemple, celle-là, avec le mec qui se fait bouffer point de vue de la mâchoire du requin. C'est surtout qu'il fait avancer un requin et le requin avance à 2 à l'heure. Il pourrait le bouffer quand il veut et il est en train d'avancer et de le suivre dans un tunnel, mais le requin ne bouge à peine, quoi. Aucune expression, rien. Et on dirait vraiment un truc en carton-pâte et il est là et il le fait avancer, mais à 2 à l'heure. Donc tu te dis, le requin, s'il veut, il accélère, il le bouffe. Mais non, le film n'essaie pas de nous mettre cette tension. Il y a que à partir du moment où le plongeur perd son câble que là, il panique. Et donc le requin avance tout doucement vers lui et le bouffe, quoi. Ouais. L'acteur, si vous voulez le retrouver, c'est Simon McCorkindale, qui jouait dans la série Manimal. Je crois que c'est un acteur anglais, il me semble. Et enfin, classe les requins. Hein. C'est tout ce qui nous reste. Hein. Oh. Bon, il y a Bruce number 1, hein, là on va pas... Ouais, tu vas mettre le premier, le deuxième, mais après quel est le pire? Je trouve que dans le 3 je trouve que le 3 est pire parce qu'on le voit plus. Dans le 4, on le voit pas des masses beaucoup non plus. Le requin en 3D pété ou le requin où on voit la braguette Non mais en 3D pété. Et les dents en carton. En 3D, c'est même pas que quand il est en 3D en plus, c'est juste que par exemple, tu vois, il y a la scène que tu me disais que vous avez passée à la nuit Nanarland avec le requin qui fonce. Mais ça, par exemple, enfin, c'est tellement mou, c'est tellement plat, quoi. C'est plan. Il y a rien, il y a aucune tension, ni rien. Et logiquement, en plus, il devrait pouvoir tout faire péter vu la taille du requin, tu vois. Mais non, il y a juste une petite fuite d'eau, quoi. Voilà. Pour moi, les Dents de la Mer, quand même. Je vais le dire, parce qu'on est en train de finir, on fait le bilan. Il devrait pas y avoir de suite des Dents de la Mer. Non, il devrait pas en avoir, c'est terminé. Et de toute façon, il devrait pas avoir de suite sur la plupart des trucs qui sortent. Bon, je reviens sur Indiana Jones, mais on n'aurait pas dû faire Indiana Jones 5. Ça dépend lesquels, tu vois. De temps en temps, tu te retrouves avec le Parrain 2, mais c'est rare, quoi, tu vois. C'est très mais c'est rare ici. Mais là, c'est Indiana Jones, ça se prête logiquement à ce qu'il y ait des aventures pendant longtemps, mais pas quand il est vieux, tu vois. C'est plus, voilà, quand il a sa trentaine, quarantaine, tu peux peut-être faire des Indiana Jones, genre un Indiana Jones tous les 3 ans et tu fais comme ça, comme avec les Bonds. Mais voilà, c'est ça. Mais tu peux pas le faire revenir à 60. Tu peux pas le faire revenir à 70 ans comme ça. Pour faire plaisir les fans, pour faire venir les boomers qui pensent qu'on n'a rien fait de mieux depuis Indiana Jones et tout. Non, c'est faux. Laissez les licences mourir. Surtout qu'il y a eu Uncharted d'autres. Il y a eu Uncharted et puis même la momie, tu vois, de Stephen Sommers, c'était plutôt pas mal. Non, je rigolais pour Uncharted. Hein. Non, mais Uncharted. Ah non, mais le film. Le film, pas le jeu. Oui, moi je serais sur les jeux vidéo. Ah non, le film, c'était une grosse arnaque ce film, c'est incroyable. Non, Uncharted, ça, j'ai détesté ce film. Mais en tout cas, franchement, s'il y a bien une saga que j'ai faite là, qui méritait pas de suite, parce que j'en ai fait où Mad Max, c'est bien qu'il y ait eu Mad Max 2, tu vois, c'était une bonne chose. Evil Dead. Voilà, c'est bien qu'il y ait les suites d'Evil Dead, justement, ça s'y prête. Jurassic Park, on n'a pas eu des bonnes suites pour la plupart. Mais c'est un concept qui invite à la suite. Tu vois, tu te dis, j'aimerais bien voir ce qui se passe si tous les dinosaures étaient relâchés ou si le parc fonctionnait, etc. Tu vois, c'est des choses que tu as envie de voir. Mais les Dents de la Mer, tout est dit dans le premier film, en fait. T'as pas... Qu'est-ce que tu vas raconter d'autre, en fait? C'est ça le problème. Les Dents de la Mer, ils posaient certains. T'avais pas des idées, mais ça disait des choses sur effectivement la parano, le côté vacances aussi, hein, c'est intéressant. C'est pour ça que les gens continuent à faire des films de la peur de l'eau, mais même t'as tout ce côté paranoïaque que tu peux retrouver un peu dans le 4. Tu vois, le chef Bourdi qui pense que ça retient, mais en même temps il en est pas sûr. Les gens le croient, mais le croient pas. Il chope un requin et dans le 2 aussi, il y a ça. Hein. Ah ouais, dans le 2, ça continue. Puis dans le 1, c'est bien parce que tu vois que c'est un flic qui a peur de l'eau, qui vient de la ville, qui appréhende un petit peu ce nouveau poste. Il y a un réalisme et c'est naturel au niveau des dialogues. Idées, en fait. Voilà. C'est aussi ça parle de beaucoup de choses. T'as l'impression que tous les personnages vivent.
Tu pourrais aller sur cette île et rencontrer tous les personnages. Ça à partir du moment où tu tu t'éloignes de Spielberg, tu perds tout ça en fait. Tu perds totalement. À partir de là, ils ont fait des films de requins en disant on va faire des films de requins pour les ados. Jaws, voilà, pour les ados. Et puis c'est bien aussi, tu vois, que c'est pour les ados parce que les films de requins, ça se passe forcément dans l'eau. Or, comment tu vas dans l'eau? Généralement en maillot de bain, donc c'est aussi le prétexte pour avoir des ados un peu dénudés, soit en maillot de bain, soit quand c'est des filles, bien généralement tu les fous topless parce que voilà, ça fait vendre. Donc le prétexte est tout trouvé si tu veux pour avoir un peu de nudité gratuite. Parce que forcément t'es au bord de l'eau sur la plage, il fait chaud, donc tu vois, c'est ce côté-là qui peut plaire aussi, qui peut être un argument commercial. Mais non, c'est des trucs qui n'avaient pas vocation à avoir autant de suite. T'en fais un deuxième forcément parce que le premier cartonne, donc c'est évident que tu veux spéculer sur la licence. C'est pas jour de sexe aujourd'hui sur Nanarland comme tous les vendredis si je me trompe pas. Ouais, en même temps, c'est le jour c'est la Toussaint, donc peut-être que Julien va parce que je sais que sur Twitter, à chaque fois, tous les vendredis, ils postent les pires scènes sexy, entre guillemets, pourries que tu peux trouver dans les nanars. Et tous les vendredis, à chaque fois que je le vois, je fais trop bien. C'est mon petit truc du vendredi. C'est ça. Parce qu'effectivement, le vendredi, c'est le jour du snack sur Nanarland. Mais oui. Donc, non, ça n'avait pas vocation. Tu spécules plus sur le titre que sur le film, sur le concept, parce qu'effectivement n'importe quel film de requin finalement fait l'affaire. Au final, quand on avait fait c'était quoi, la nuit Nanarland il y a 2 ans, il y avait ce film là à Hawaï, ou non, justement c'était pas à Hawaï le film, avec 2 blondes, Piège mortel à Hawaï. Piège mortel à Hawaï. Et à chaque fois il y avait un serpent qui apparaissait dans le film. Et toute la salle gueulait le serpent. Et ben ça c'est largement plus drôle qu'un Dans de la mer 3 ou 4, tu vois. Ça, c'est un vrai nanar. Où tu rigoles. Franchement, je me suis tellement marré devant ce film. J'avais envie de le revoir. J'ai envie de le revoir tellement je me suis marré, tu vois. Et il a vraiment premier degré. Et en plus, il a vraiment de très très bonne qualité. C'est des femmes hyper positives, badass. Alors effectivement, elles sont en maillot de bain. Elles ont des gros bustes. Elles sont souvent seins nus. Mais elles sont là pour botter des culs. Et puis Andy Sidaris, qui tournait ses films, avait vraiment une manière de tourner où il mettait tout le monde en confiance. Les femmes qui ont travaillé avec lui ont toujours dit que c'était génial. Ça s'appelle comment donc? Piège mortel à Hawaï. Ouais, regardez Piège mortel à Hawaï plutôt que de regarder Les Dents de la Mer 3 ou 4. Voilà, et là, pour le coup, vous allez vraiment vous marrer. Ouais, là, vous allez vous marrer. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour des Dents de la Mer. Oui. Là, ça y est. Et puis, c'est une saga qui ne reviendra jamais, donc je peux l'enterrer pour de bon. Il y a pas, c'est pas comme toutes les sagas que je fais où un jour, ils vont annoncer, tiens, au fait, ils vont faire, là, par exemple, quand j'avais commencé le podcast, jamais je m'imaginais qu'il y aurait un Matrix 4, et d'un seul coup, il y a un Matrix 4 qui est apparu, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu peux pas t'imaginer qu'ils reviennent, et donc je me dis, ça se trouve, Spielberg, un jour, il sera bourré, il va faire, je vais refaire les Dents de la Mer, il aura besoin d'argent. Bon, ça m'étonnerait, là. Non, lui, là, bon. Je pense que lui, là, il est tranquille. Ouais, il est tranquille. Fab, on peut te retrouver où? Retrouvez-moi sur Twitter pour dire des choses vaguement intéressantes, et puis sur le podcast Nanarland. Fab Gordon sur Twitter. Fab Gordon sur Twitter, et puis je hoste régulièrement là le podcast Nanarland quand Martin n'est pas là. Tu fais plus Escalade Nanarland d'ailleurs. Escalade Nanarland, non, c'est fini depuis un petit moment. Escalade Nanarland. Ouais, j'ai complètement oublié d'inviter Martin. Martin, si tu nous écoutes, je t'invite pour quand tu veux, parce que j'ai invité tellement de gens de Nanarland qu'au final, j'ai pas invité tous les gens de Nanarland. Mais Martin, c'est vrai que j'aurais dû. Mais Martin, de toute façon, il viendra dès que je vais faire les kaijus et les trucs comme ça. J'appelle. Il a un podcast sur les kaijus là, Martin, en ce moment, avec Stéphane Boulet, où ils font tous les Godzilla. J'ai vraiment eu toute la bande FM dans le podcast. Donc, je crois que c'est Godzilla Final Podcast, ça s'appelle. Ça, par exemple, Godzilla, c'est dans le chapeau. Hein. Mais le jour où je vais tomber dessus, je vais être obligé de faire. Parce que Martin, t'as Fabien Moreau aussi. Bien sûr, Fab. Mais le truc, c'est que t'imagines, c'est que je vais devoir parler. Il y a combien de films? 40 au moins. Oui, je crois, mais parce que je suis pas calé Godzilla, mais oui, et donc ça voudrait dire que comme Sean Connery, comme les Bonds, je ferai par période en fait, tu vois. Je serai obligé de faire 5-6 films de la première période, et un jour je referai la période d'après en fait, parce que sinon ce serait trop. À chaque fois que je pense à Godzilla, je perds des cheveux, quoi, tu vois. mais il repousse quand je pense à Mothra. Voilà.
Tu sais quelle saga tu vas faire après les Dents de la Mer? Oui, en fait, tu sais que j'avais un podcast sur Marvel. Oui. Et donc je l'ai commencé en 2017 ou un truc comme ça. Et à l'époque, on avait des micros tout pourris, un peu comme pour Bondsplaining, et on faisait des épisodes super courts. Et donc j'ai décidé de refaire la phase 1 du MCU, donc les 6 ou 7 premiers films du MCU, et avec des nouveaux invités, des nouveaux... Essayer de changer un petit peu le format par rapport à ce que je faisais avant. Ouais, donc je vais faire Marvel. Ça va être sympa, je pense. En plus, c'est bien avec le recul maintenant que c'est plus à la mode, tu vois. Ouais. Tout le monde chie sur Marvel maintenant. Donc ça va être drôle de voir pourquoi ça a marché, pourquoi par la suite ça a pas marché, etc. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, pourquoi pas. Et merci Fab, merci de m'avoir rejoint. Bon. Écoute, c'était un grand plaisir, Sofiane, comme souvent. Comme toujours, même. Pourquoi comme souvent? Non, comme toujours, tu vois, je suis content de parler des films incroyables, quoi. Oui, Rocky 4, Les Dents de la Mer 4. Et le pire, c'est le Temple Maudit, hein. Franchement, niveau boost, oui, là, franchement. Oui, je avec la blonde qui passe son temps à gueuler, là? Non, mais attends, arrête. Je ne tomberai pas dans ce piège, Sofiane. Même si t'as raison. Ouais. Je relance. En même temps, je me battrai pas trop sur cet argument parce qu'effectivement, J'ai toujours voulu faire l'amour avec une lampe à souder. Ça doit être freudien ou quelque chose de cet acabit. Un grand merci à vous d'avoir suivi ces épisodes sur les Dents de la Mer. Vous avez survécu. Bravo, bravo, bravo. Et moi aussi, j'ai survécu. Bon, c'était difficile sur les 2 derniers films, mais j'espère que quand même ça vous a plu, que j'ai pas dit trop de conneries sur les Dents de la Mer. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Twitter et sur Instagram @lasagapod. En ce moment, je fais gagner des livres. Je fais gagner le livre de Victor, donc le cinématographeur, qui est venu pour le premier film. Et je fais aussi gagner le livre de Intercut, Louis d'Intercut, qui a aussi sorti son livre. Et donc, si vous voulez avoir une petite chance de le gagner, n'hésitez pas à suivre @lasagapod. Sinon, sur le Patreon, en ce moment, il y a tous les épisodes des Dents de la Mer qui sont sortis bien en avance. Donc, si un jour vous en avez assez d'attendre longtemps, rejoignez le Patreon et vous aurez les épisodes parfois 2 ou 3 semaines en avance quand je suis en forme. Cooper est en train de manger une feuille. Je sais pas où il a attrapé une feuille. On est au 5e étage. Voilà. Donc ouais, sur Patreon en ce moment, il y a aussi Peur Bleu. Il y a aussi les commentaires audio. Où il y en a plein maintenant. Il y a on commence à... on a fait quoi? 5 Star Wars, on a fait un Twilight, on a fait Batman et Robin, Justice League de Joss Whedon, on a fait du lourd quand même au niveau commentaire audio, et sinon bien sûr mes épisodes perso, où maintenant il y en a une vingtaine, et dont ceux sur la scientologie, et après ça je vais me pencher sur le tueur du Zodiac, bien sûr si j'y arrive, parce que ça aussi c'est un dossier super dense. Et aussi n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, les 5 étoiles c'est important, 5 étoiles ou des likes, ou je sais pas comment ça fonctionne chez vous. Mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide énormément le podcast parce qu'il ne faut pas oublier que je suis tout seul et donc j'ai besoin de votre aide parfois pour que le podcast marche bien. Et cette année, il a été parfois classé numéro 1 des podcasts sur Apple Podcast et ça m'a beaucoup touché. Et j'aimerais bien renouveler ça, hein, pourquoi pas, on peut me remettre numéro 1, ce serait cool. Un grand merci aux plus grands donateurs du Patreon, les Very Important Patou. C'est la dernière fois que je vous appelle avec des noms de requins. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Un grand merci à Béa et Gérard, les requins blancs, à Ced, le requin à voile, Océane Brousse, Yann, requin gris-bleu, Renato, requin saumon, Lizzie, requin à long nez, Claire, requin à gros yeux, Guilhem, requin élégant, Louis, requin lancette, Romain, requin cubain, Dylan, requin bambou. Vous remarquez comme je suis beaucoup plus en forme quand on enregistre la journée que quand j'enregistre à 2h du mat comme je fais d'habitude. Elvire, requin lézard, Pascal, requin chagrin, Charles, requin de récif, Michel, requin babos, Alexis, requin de nuit, Franck, requin brisant, Damien, requin pèlerin, Aurel, requin planeur, Loba, requin nourrice, Sélim, requin épaulette, Pierre, requin grisé, Seb, requin dormeur, Monsieur Hobby, le squale mignon, Gary, requin vache, Benoît, requin macro, Clem, requin taupe, Punky, le requin lutin qui fait du VTube, Sam, requin citron, John, requin féroce, Flavien, requin à moustache, Jonathan, requin tapis, Nicolas, requin scie, Johan, requin à collerette, Benoît, requin carpette, Ludwig, requin bleu, Timothy, requin crocodile, Mathilde, mégalodon,
Clément requin-chat, Hugues requin-baleine, Julien requin-épée, Vie petite roussette, Dominique requin-marteau, Effo requin-endormi, Arnaud requin-taureau, Lilian requin-obscur, Fabien requin-bulldog, Adeline requin des Galapagos, Vincent requin-soyeux, Thomas requin de cuivre, et Orlingas le requin pointe blanche, Monsieur Ruby le requin au nez noir, Mondingus le requin aveugle des roches, et enfin Axel le requin renard. C'est la dernière fois que je parle de requins de toute ma vie. C'est fini. J'arrête les requins. C'est bon, j'arrête les requins. J'ai décidé de me retirer de la carrière de requiniste. Et voilà. Dans le prochain épisode, on ne va pas commencer une nouvelle saga, on va retourner dans une ancienne saga, et une saga que vous aimez beaucoup bien sûr, puisqu'on va parler d'Alien Romulus. Je suis sûr que vous attendez vraiment ça depuis longtemps, qu'on parle enfin de Alien Romulus, mais comme vous le savez, pour les nouvelles sorties, j'aime bien attendre la sortie DVD ou la sortie VOD pour avoir le plus d'infos possible sur le film, plutôt que de le faire en ressenti à la sortie de la salle. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se pencher sur la première phase du Marvel Cinematic Universe. Donc on parlera d'Iron Man, Iron Man 2, Incredible Hulk, Thor, Captain America, The First Avenger et The Avengers. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Il en manque pas, hein, il en manque peut-être un. Non, je crois que c'est tout. Voilà, on va se pencher là-dessus. L'origine du MCU, l'origine du mal pour beaucoup. Étant donné que, comme je disais tout à l'heure dans le podcast, quand on l'avait fait avec Océane et Doug à l'époque, en 2017 ou 2018, on avait du mauvais matos et on prenait un petit peu moins le temps. Et puis ça ressemblait pas vraiment, on faisait personnage par personnage, ça ressemblait pas du tout au format de la saga. Donc je me suis dit, je mets mon veto, de temps en temps j'ai le droit de choisir une saga. C'est arrivé avec Matrix et c'est arrivé... Non, c'est tout qu'avec Matrix, en fait tous les 2 ans, voilà, j'utilise mon veto, et là j'avais décidé de faire Marvel parce que c'est un sujet que je connais, et je pense que ça va être l'occasion d'inviter des gens très intéressants et de pouvoir se pencher sur la saga Marvel, mais avec le recul de nos jours, avec le petit ras-le-bol que les gens ont. Donc dans le prochain épisode, Alien Romulus. À la prochaine tout le monde, salut.